Je te dis, moi aussi, j'avais cette vision noir-blanc. Tout ce qui est terroriste, c'est de la merde. Ils salissent ma religion et ils font en sorte que des gens me regardent mal, avec raison. En disant, yo, t'es arabe, t'es avec eux. Fait que j'étais comme, fuck ces choses-là. Quand j'ai vu que ce gars-là est tombé dans cette organisation, je me suis dit, OK, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne. Il y a un truc, pourquoi il a été attiré par ça. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. Welcome back. De retour pour un autre épisode spécial. On a avec nous Raed Hamoud. Caleb. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté à toi. l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Cheers, man. Good, so my people, we back. So, comme vous pouvez voir, Carl il est tombé au combat. Ça fait une semaine qu'il est malade. Il pense que c'est une COVID. Il attend encore les résultats de son test. Fait que pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un one-on-one, comme on dit au basket, moi contre toi. Ça nous laisse plus de bouffe, désolé. Exactement. En plus. One love. Fait que repose-toi bien, Carl, puis reviens-nous avec le prochain épisode. Clairement. Donc, aujourd'hui, comme à l'habitude, vous savez toujours qu'on mange très, très bien dans nos épisodes. Donc, on a Fabi Empanadas, Delicious Fabi. On va vous donner l'adresse qui est au 3332 Bélanger à Montréal. Super bouffe. On a banane plantain, on a du tasso, on a des crevettes grillées, accra, on a du riz, la sauce, puis aussi des pâtés également. Donc, c'est une fusion de haïtien et dominicain. Mm-hmm. Elle est moitié-moitié, fait qu'elle s'est dit pourquoi pas faire un restaurant mix. Et c'est Fait super que, bon. J'espère que t'as aimé. C'est super bon. C'était quoi ton préféré? Pour vrai, genre, j'ai aimé tout. J'ai aimé les akras, j'ai aimé les... Moi, j'appelle ça sambosa, mais vous appelez ça quoi, pâté? Ouais, nous on pâté, mais effectivement, ouais, c'est dominicain. J'ai aimé ouais. ça, mais même la viande... non, franchement, j'ai envie de revenir chaque semaine, c'est ça le problème. C'est très Fait que, allez les voir. Très bon restaurant. Je répète l'adresse, le 3332 Bélanger à Montréal. Puis dis-donc, toi, Raed, la bouffe, la cuisine, comment ça se passe? Tu cuisines beaucoup? J'aimerais cuisiner plus. C'est-à-dire, c'est un manque de temps, mais j'aime ça. Mm-hmm. Puis même pendant un moment, quand je suis arrivé ici, moi, je voulais faire de la musique. Puis j'avais regardé les programmes de musique technique et tout. C'était trop cher. Puis je m'étais dit, oh, peut-être que je vais faire cuisinier. Peut-être que je vais faire chef. J'aimais beaucoup ça, tu vois. Et ma mère, c'est une chef incroyable. Genre, autant libanais, sénégalais, même asiatique. Elle apprend de partout. Puis elle fait de la nourriture de fou. Fait que mes standards sont élevés quand je vais manger chez les gens, tu vois. Mais j'aimerais cuisiner plus, mais c'est important pour moi. Je préfère de loin manger à la maison, même une boîte de sardines, que de commander Uber Eats ou des conneries. Ouais, je fais toujours attention à ça. Puis, admettons, ton plat préféré que tu aimes faire ou ta spécialité, disons. Alors, c'est pas ma spécialité parce que je le fais pas. Je le fais, mais pas aussi bien que ma mère. Puis ça, c'est ma référence, mais c'est le mafé. Okay. Le mafé, c'est vraiment mon plat préféré. Donc, mafé au poulet, c'est poulet sauce arachide, en fait. Oh. Ouais, Pour ceux qui savent pas c'est quoi du mafé, peux-tu le décrire un ouais. petit peu? Donc, c'est une sauce à base d'arachide. C'est surtout en Afrique de l'Ouest. Tu peux mettre soit de la viande, soit du poulet. Puis, souvent, c'est servi soit avec du riz, soit avec du foufou. Genre, traditionnellement, c'est avec du foufou. Et la sauce, elle est un peu... Tu sais, c'est pâteux, mais presque élastique, tu vois. Ouais. Tu la prends comme ça, elle continue de couler, tu vois. Puis tu la trempes dans la sauce, tu manges avec les mains. Ouais, tu prends le foufou, tu le trempes dedans directement, tu vois. Parce que c'est meilleur manger avec les mains ou avec des ustensiles? Non, évidemment, quand tu sais manger avec les mains, ce genre de plat, c'est meilleur. C'est meilleur. Mais c'est salissant. Ouais, oui. Mais comme qu'on dit, je pense que c'est PFK qui dit ça, bon à s'en licher les doigts. Voilà, voilà, c'est ça. Mais ils n'ont rien inventé, ils ont juste repris de là-bas. Good. Fait que, comme je t'ai dit, merci encore d'être là. Okay? On avait plusieurs sujets, moi puis Carl n'est pas là, plusieurs sujets qu'on voulait aborder. Puis des fois, aborder certains sujets, quand t'as pas d'expertise, c'est un peu juste en parler. C'est un peu juste de parler pour en parler. Quand t'as une personne qui est capable de guider puis de donner les bonnes informations puis de guider sur le vrai chemin et non un peu ce qu'on entend sur les réseaux sociaux,
tu grandis, tu es beaucoup mieux avec ça, tu es capable de mieux communiquer puis mieux en parler en connaissant les vraies affaires, les vraies réalités. Donc, on va commencer directement avec le premier topic qui est une guerre sanglante que tout le monde a sur les lèvres depuis quelques mois. Israël versus la Palestine, si je peux le dire comme ça. Beaucoup se disent « Ah, c'est la faute de ci, c'est la faute de un tel, c'est la faute de ci. » Tout le monde s'envoie la balle. Mais à l'origine, d'où est-ce que ça a commencé? Bah, déjà, si j'arrive à répondre à cette question, il me faut un prix Nobel. Okay? Parce que je pense que même les experts ne savent pas. Puis moi, je fais toujours très attention. Tu sais, j'ai de la chance d'avoir beaucoup voyagé. J'ai aussi beaucoup lu. Puis j'ai été entouré de bonnes personnes qui m'ont vraiment comme appris plusieurs choses du monde. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu, je pense, une ouverture vers ça. Mais je suis très humble quand j'en parle. Puis je le dis tout de suite. Je vais sûrement dire des trucs qui vont être pas exacts pour certaines personnes. Puis c'est correct. Moi, je suis pour le débat, la confrontation d'idées, etc. Maintenant, tu sais, tu as dit c'est une guerre qui a commencé il y a quelques mois. On va dire les choses, c'est un génocide qui est en train de se faire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU, c'est toutes les organisations, Human Rights Watch, Médecins sans frontières, qui sont en train de dire il y a du nettoyage ethnique qui est en train de se donner, tu sais. Puis j'en ai parlé la dernière fois. Moi, je suis allé au Rwanda l'année dernière, j'ai eu cette chance-là. Ça fait 30 ans qu'il y a eu le génocide au Rwanda. Comment te dire? Je pense que quand il y a eu le génocide au Rwanda, les gens n'osaient pas dire que c'était un génocide. Et c'est ce qui a fait que ça a continué. Tu sais, on a comme peur d'utiliser les mots. Mais lorsqu'on cible une population dans un endroit donné, parce qu'ils sont cette population, tu sais, les gens qui meurent aujourd'hui, c'est pas des combattants du Hamas, c'est des Palestiniennes, surtout. Donc, des mamans, des femmes, des enfants. Ouais. Donc, tu sais, je t'en parle, je trouve qu'on est dans une époque très bizarre où toi et moi, on partage un super repas et Dieu merci. Puis on sait que ça se passe parce qu'on a les réseaux sociaux. C'est direct dans notre face, tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mal avec ça. Tu me dis, ça vient d'où à la base? À la base, la Palestine a toujours existé. Et il y a toujours eu, même, je te parle, je pense dans la Bible, c'est mentionné ou quoi, mais il y a toujours eu une tribu juive en Palestine. Ouais. Il y a un gars, fin du 19e siècle, donc autour de 1890 et tout, qui s'appelle Théodore Herzl, qui est en Russie. Puis ça, je te le dis parce que j'ai fait des cours de sciences politiques, puis on me l'avait appris, puis j'avais trouvé ça intéressant. Mais c'était un athée, en fait, mais de la communauté juive, qui a lancé ce qu'on va appeler le retour version, ou ce qu'on va appeler le sionisme après, c'est-à-dire donner une terre au peuple juif qui, effectivement, en Europe, était ostracisé, se faisait ramasser depuis des siècles, et ça a toujours été le cas. Et il faut qu'on rétablisse un foyer juif en Palestine. Donc ça, c'est l'idée de base. Excuse-moi de t'arrêter. Le sionisme, tu peux te donner la description de ce que c'est exactement? Si-tu être pro-juif? Non, mais c'est bien les questions que tu poses parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que la guerre, elle oppose musulmans et juifs. C'est complètement faux. Chez les Palestiniens, tu as des chrétiens. Tu comprends ce que je veux dire? Chez les juifs et chez beaucoup d'Israéliens, en ce moment, il y a une grosse contestation sur ce que le gouvernement est en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui voient bien que c'est impossible de vivre en paix en faisant ce que ce gouvernement d'extrême droite est en train de faire. Tu vois, le sionisme, c'est recréer Israël tel que c'est écrit. Je pense que c'est l'Ancien Testament, tu m'excuseras, mais dans les écrits religieux, en fait. Et donc, c'est vraiment rétablir un foyer juif dans cette région du monde. Alors que on ne parle pas des gens qui habitaient là, les locaux, là, puis comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de confessions mélangées, mais c'est des gens qui sont pas de là et qui viennent coloniser l'endroit pour dire ça nous appartient, ça a été écrit dans les livres religieux. Donc le sionisme, c'est tous les gens qui ont comme projet de rétablir un foyer, je ne vais même pas te dire juif, parce que je trouve que c'est, comme je te dis, pour moi, c'est pas une guerre entre juifs et musulmans, mais plus israéliens en Palestine. Okay. Donc de ce que je comprends, et encore là, je le dis en toute humilité, sûrement je me trompe sur plein de trucs, mais c'est comme ça que moi je le conçois. Okay. Et donc lui a eu ce projet-là. Effectivement, ça a plu à pas tout le monde, pas tous les juifs, parce qu'il faut comprendre que même selon les cris religieux, on va dire c'est le dessein de Dieu qui va ramener les juifs dans cet endroit-là. Ça ne doit pas être un dessein de l'homme. Donc il y a des juifs croyants qui te disent non, ce que vous faites, c'est contre ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est pour ça que tu vois des juifs dans des manifestations pro-Palestine. C'est beaucoup des gens qui pensent comme ça. Donc comme je te dis, c'est pas juste une affaire de religion, c'est plus une affaire de comment je vois ce projet-là, on va dire. Okay. Moi, tout ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a eu ce projet-là
L'Europe a fait ce qu'elle a fait contre les Juifs. Il y a eu un génocide extraordinaire, 6 millions de personnes qui sont mortes. Et pour se laver les mains, ils ont autorisé ou ils ont laissé faire ce colonialisme-là. Et ça, on parle depuis 1948 et même avant. Parce qu'il y a eu un truc qui s'appelle la déclaration Balfour. C'est 4 lignes écrites par un diplomate britannique qui disait « La Grande-Bretagne autorise le retour d'un foyer juif en Palestine, mais à ne pas faire au détriment des Palestiniens qui habitent déjà là. » Mais tout part... Souvent, tu vas entendre parler de la déclaration Balfour. C'est 4 petites lignes écrites par un diplomate britannique. Puis ça, est-ce que c'était accepté des deux parties? Non. OK. Non. Et même comme je te dis, et c'est pour ça que je te dis, faut bien faire attention, c'est pas une guerre juif-musulman, parce que chez les juifs, tu as des gens qui sont contre cette idée-là, et chez les musulmans, tu as des gens qui sont cool avec cette idée-là. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment une question de vision des choses. Donc, on va dire que le nœud du problème a un peu commencé là. Déclaration Balfour, tout ce qui se passe en Europe, Seconde Guerre mondiale, faut qu'on fasse de quoi? Ok, on autorise l'établissement d'un foyer juif en Palestine, malheureusement, au détriment des populations qui sont là. C'est la première ministre israélienne, la première ministre israélienne, elle est née, elle avait un passeport palestinien. Tu sais, quand on dit « Ah non, la Palestine n'a jamais existé ». Non, les gars, tu regardes n'importe quel livre d'histoire de peu importe où dans le monde au début du siècle, c'est écrit Palestine. Le gros problème des Palestiniens, et moi je te le dis vraiment, c'est comme ça que je vois le truc, c'est pas les Juifs ni Israël le premier problème, c'est les Arabes eux-mêmes. C'est les gouvernements comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces gouvernements, excuse-moi, mais de merde, qui vont utiliser la Palestine, parce que la Palestine, dans la rue arabe, ça résonne quelque chose. Ça résonne quelque chose de très fort. Ils savent très bien que s'ils disent publiquement « on est en train de dealer avec Israël », leur population vont se retourner contre elle. Donc, dans les discours publics, pareil pour Erdogan en Turquie, qui fait des discours devant des millions de personnes, on veut aider la Palestine. On va aider la Palestine. Mais la réalité, c'est que les Turcs envoient des matériels militaires à Israël. L'Arabie Saoudite envoie l'Arabie Saoudite fait pire, c'est-à-dire qu'elle bombarde le Yémen depuis 15 ans maintenant. Et quand le Yémen, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde, en tout cas certainement du Moyen-Orient, dit on va, nous, avec notre courage et le peu de moyens qu'on a, on va empêcher cette guerre qui est en train de se faire, ou en tout cas on va essayer de réagir, l'Arabie Saoudite, le Qatar, tous ces pays-là font sur le Yémen. Et donc pour moi, le principal problème des Palestiniens aujourd'hui et de la Palestine, c'est les pays arabes, qui sont des incapables, qui sont des corrompus, et qui sont des lâches, parce que c'est jamais facile de faire une guerre. Mais le fait qu'ils laissent ça comme ça en ce moment, pour moi, c'est eux les plus grands coupables. C'est pas Netanyahou. Netanyahou, il fait ce qu'il a à faire par rapport à sa population et à ceux qui l'ont élu, tu vois. Mais les Arabes, ils font tout le contraire. Fait que là, on a un seul territoire, 2 peuples qui veulent l'avoir, ce territoire-ci. Moi, j'ai grandi dans la religion adventiste, et en lisant la Bible, souvent, on avait des cours sur la Bible aussi également, qui ont décortiqué différentes histoires de la Bible et tout. Puis Israël était souvent nommé à plusieurs reprises. Israël, c'est le peuple de Dieu. On parle beaucoup de terre promise. Donc, en lisant souvent la Bible, bon, je la lis un peu moins aujourd'hui, mais quand j'étais jeune et puis je lisais souvent la Bible, on voyait souvent que Dieu avait donné cette terre promise-là à Israël si elle faisait le bien et tout. Fait que finalement, dans les livres, ils disent que voilà, c'est arrivé, Israël a fait du bien, il a fait ce que Dieu demandait. Bon, ben, voici votre terre promise. Donc, quiconque se met dans votre chemin de votre terre, ben, abattez-le ou faites ce que vous avez à faire, mais reprenez votre terre. C'est ce qu'on appelle la guerre sainte. Fait qu'aujourd'hui, 2024, ben, ça a commencé bien avant, mais c'est très popularisé aujourd'hui. C'est sur nos lèvres, c'est sur nos écrans, nos ordinateurs. C'est ça ce qui passe. C'est un peu ça ce qui se passe. Donc, Israël reprend ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû dans l'Ancien Testament. Exactement. Ouais. So, si la Palestine était là, puis eux, ils disent, bon, ben, selon... J'ai peut-être pas l'histoire de comment la Palestine est arrivée à avoir ce territoire-là. J'imagine qu'ils se sont battus, puis ils ont pris part avec ce territoire-là. Les Palestiniens, c'est les autochtones qui étaient là, sur la terre. En premier lieu. Depuis des millénaires. Puis comme je te dis, il y a toujours eu une tribu juive connue en Palestine. Je pense que c'est même la 13e tribu. Je pense que ça fait partie de la croyance, de trucs comme ça. Je te répète ce que je dis. Moi, je te dis pas que ça, c'est pas écrit dans les écrits religieux. Je me demande juste en 2024 si on se base tous sur nos croyances. Parce que oui, il y a la Bible, le Coran, la Torah.
pour les religions monothéistes. Mais dans ce cas, chaque communauté va dire moi, c'est écrit là-dessus il y a 2500 ans, j'ai le droit de tuer tout le monde au nom de je sais pas quoi. Comprends-tu ce que je veux dire? Exact. J'ai l'impression qu'on autorise ça pour Israël, de retourner à ces livres-là puis dire ça, c'est la réalité telle qu'elle doit exister, mais qu'on refuse ça, Pas pour la Palestine. par exemple. Mais je pourrais dire ça de tous les autres peuples, tu vois. Parce que ma question, c'était si ça, c'est le seul argument, mais j'imagine que ce n'est pas le seul argument, je ne veux pas parler pour Israël, mais si ça, c'est un des points principaux d'argument, puis qu'on voit toutes les grandes puissances s'allier derrière Israël, je me dis comment tu joues avec ça? Comment tu joues avec ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui n'est pas fait? On le voit beaucoup, on dit c'est David contre Goliath. Le nombre de morts est écrasant. Bien sûr. Les moyens surtout, tu sais. Quand tu vois les États-Unis qui fournissent en armes Israël, je veux dire... Comme je te l'ai dit, ça, en fait, tu sais, quand les conflits durent comme ça, puis ça a été la même chose avec quand on a parlé de Daesh et de ce groupe terroriste de fous qui a pris autant de territoire en si peu de temps. Quand des conflits durent ou restent ou perdurent, dis-toi que ça sert les intérêts de tout le monde. Et c'est pour ça que moi, je te dis, je ne suis pas dans une logique de haine contre l'un ou l'autre ou quoi. J'en veux beaucoup à ce gouvernement d'extrême droite. C'est un gouvernement raciste qui a appelé à des génocides. Ça, pour moi, c'est clair. Après, on peut ne pas être d'accord, mais pour moi, c'est dit texto. Mais les Américains en profitent, les Français en profitent, les Britanniques en profitent. Tu sais, quand on dit diviser pour mieux régner, c'est aussi ça. Puis tout le monde a un intérêt à ce que ce conflit-là perdure. Puis c'est pas les Américains qui vont mourir, c'est les Israéliens eux-mêmes. Ensuite, ça va être les Palestiniens aussi. Mais si ça dure aussi longtemps, c'est parce que tout le monde a un intérêt à y gagner. Quoi exactement? Même moi, je pourrais dire, comme je te dis, si j'arrive à répondre à ta question, j'ai un prix Nobel de politique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui m'énerve sur ce conflit-là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a eu le 11 septembre 2001 et que depuis, tout ce qui est arabe, musulman, c'est forcément terroriste, c'est forcément sauvage. Et en fait, ils n'ont pas d'humanité. Ces gens-là ne souffrent pas. Moi, quand je suis allé en Syrie, en Irak, après la guerre qu'il y avait eu là-bas, les jeunes hommes que je rencontrais comme toi et moi, je te dis, tu le sens, il y a des chocs post-traumatiques de malades. Puis ces gens-là n'auront jamais les soins qu'on a ici, c'est-à-dire psychologie et tout, c'est un peu tabou, etc. Mais il y a un travail de fou qui va être... Combien de nouveaux combattants du Hamas sont en train de naître en ce moment parce que c'est des enfants qui vont naître dans des décombres, orphelins, et qui vont savoir ce que leur famille a reçu. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est quoi le but final, les gars? Vous pensez vraiment que vous allez tuer tous les Palestiniens? Parce que si vous tuez tous les Palestiniens, vous n'aurez pas tué la Palestine. L'idée de la Palestine existera toujours. Donc, c'est quoi le projet final, en fait? Et moi, c'est vraiment ce que je me pose comme question. C'est un endroit où il devrait y avoir une terre pour plusieurs peuples. Et ça ne devrait pas être soit les Juifs, soit les musulmans, soit les Arabes, soit les Israéliens qui ont plus de pouvoir sur un groupe que l'autre. Moi, quand je dis ça, on va me dire, ouais, mais toi, c'est normal, t'es arabe et musulman, c'est sûr, tu prends parti. Bro, ce que je te dis, je le dis parce que j'ai étudié en sciences politiques, puis quand j'ai vu cette situation-là, ça m'a... L'inégalité, l'injustice, ça m'a frappé aux yeux. Après, comme je te dis, je respecte n'importe qui pense pas comme moi. J'ai eu la même vision quand j'ai vu ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, quand il y avait l'apartheid. J'ai eu la même vision quand j'ai vu ce que les gens ont fait ici sur les autochtones. Et c'est cette injustice que je dénonce. Mais on va me dire, ah, mais vu ta tête, etc., toi, tu prends parti parce que... Non, bro. Ça aurait été en Ouganda, puis des gens vivent la même chose, puis cette situation d'apartheid, tu es un citoyen de seconde zone et tout, on est en 2024, je dénoncerais ça aussi fortement. Pour moi, c'est un symbole. Si on laisse ce genre de conflit rester et ce genre d'action perdurer, ben on est en train de dire que tout ce que l'Europe et l'Occident a bâti depuis 150 ans, c'est-à-dire on a des droits humains, on a une cour pénale internationale, etc., c'est de la poudre aux yeux. Et les gens disent, ah, c'est pas grave. Mais pour moi, ce qui fait qu'une société marche ou pas, c'est les symboles. C'est est-ce que, si toi, tu me dis un truc, tu vas faire ce que tu m'as dit. Tu sais, la confiance, c'est hyper important. C'est pareil dans un couple. Si ta femme ou ta blonde te dit, ouais, nanana, mais elle le fait jamais, tu vas commencer à perdre confiance. Ouais. On ne se rend pas compte que notre système repose sur la confiance en tout, la confiance aux banques. L'argent ne vaut rien, le papier ne vaut absolument rien. Je lui fais confiance que le dollar vaut tant. Mais c'est de la confiance, il n'y a rien d'autre. La confiance aux institutions, y compris judiciaires, c'est-à-dire moi là, qui gagne rien du tout, même si je suis face à un PDG, si face à la loi, c'est lui qui a fait la faute, il va en prison, pas moi. Moi, je viens d'un pays... Les chances ne sont pas pareilles. Non. Et je pense que nos parents, je dis les tiens, les miens, ils ont bougé dans des pays comme ça
parce qu'il y avait ce genre de droit. Parce qu'au Niger, par exemple, quand un riche renversait dans la rue un pauvre qui le tuait, ben, il n'allait pas en prison, frérot. Économiquement, ça ne fait pas le poids. Ah, il va payer un petit truc à la famille pour dire je m'excuse, mais il ne va pas aller en prison. Chez nous, ici, c'est interdit. Donc, on a tous cette confiance au système. Si ce qui est écrit sur les institutions, vous ne le respectez pas, on brise la confiance. Et pour moi, c'est là où tu rentres dans un cercle très dangereux, en fait. Et je pense que les politiciens qu'on a partout en Occident en ce moment ne sont pas des chefs d'État, ce sont des fonctionnaires. Ils viennent pour être élus, gérer les affaires courantes. Ils n'ont aucune vision de long terme. Mais c'est tous des idiots et des imbéciles, sincèrement, parce que tout ce que les prédécesseurs qu'ils ont eu ont réussi à construire, qui ont fait que l'Occident, si l'Occident rayonne, bien sûr, il y a la culture, bien sûr, il y a la force des États-Unis et tout, mais c'est parce qu'on a tous adhéré à bon, je peux être libre ici, je suis libre d'entreprendre, je suis libre d'aimer, je suis libre de. Si ça, vous l'enlevez, vous n'avez plus aucun attrait. Et je te dis, pour moi, les nouveaux mouvements migratoires, ça va être de l'Occident vers l'Asie et le Moyen-Orient. Mais ça ne va plus être l'inverse. Nous, nos parents ont immigré ici avec tous les sacrifices qu'on sait qu'ils ont faits. Nos enfants, peut-être, on va se dire, hey, c'est bon si vous immigrez là-bas. C'est là où il y aura l'argent et la stabilité. Comprends-tu? Ça ne me choque pas quand la Russie ou la Chine font des trucs de fou parce qu'ils ne le disent pas. On est un pays libre, démocratique. Ouais. Si tu dis ça tous les jours, mais bro, assume. Ouais. Ça vient avec une responsabilité. Tantôt, tu as parlé du Hamas et encore une fois, c'est dans les lèvres sur tous les médias, le Hamas. Est-ce que le Hamas est légitime ou bien c'est une organisation criminelle, terroriste, comme qu'ils le disent aussi? Ben, je vais te répondre simplement. Mandela a fait 27 ans de prison. Est-ce que Mandela était un criminel? Les Français, quand il y avait les Allemands qui occupaient, il y avait des Français résistants. Jean Moulin, c'est devenu des héros nationaux. Pourtant, ils ont tué des Allemands, ils ont fait des attentats. Le Hamas, ce que beaucoup de gens, et c'est là où je te dis, il faut vraiment faire attention parce qu'on veut nous faire croire que le Hamas, c'est Daesh. Daesh, là, ils n'avaient aucun plan précis territorial. Ils ont dit, on veut conquérir le monde et convertir tout le monde. Ce n'est pas un projet national. Le Hamas, ils font ces actions, qu'elles soient criminelles ou pas, ils tuent des gens, effectivement. Mais l'armée israélienne, c'est l'armée israélienne, mais ils tuent beaucoup de monde. Aussi. C'est dans un territoire circonscrit. Ils n'ont jamais dit on va conquérir l'Europe et on va convertir tout le monde à l'islam. L'espèce d'image qu'on veut leur donner, elle est complètement fausse et n'importe quel expert en sécurité te dira attention, il ne faut pas confondre Hamas, qui a un groupe. Ok, c'est la branche armée d'un groupe politique qui existe à Gaza. Mais c'est une branche armée. Mais c'est pas une organisation terroriste telle qu'on l'entend depuis le 11 septembre avec quand on dit que c'est des terroristes. Ils ont un objectif précis. C'est libérer Gaza, la Cisjordanie et rendre l'État palestinien viable. Moi, je suis pas en train de les défendre. Je suis juste en train de te dire que si tu analyses ça objectivement en sciences politiques, si tu fais un devoir où tu dis le Hamas c'est un groupe terroriste, tu as 0. Parce que c'est pas exactement ça. Donc, on peut bien dire, puis parce que c'est facile après. Mais alors, pourquoi toutes ces grandes chaînes de télé, puis tous ces gros grands gouvernements, là, dont les États-Unis poussent beaucoup, même le Canada, ils l'ont dit, Trudeau l'a dit aussi, le Hamas, c'est terroriste. Ouais. Pourquoi? Ce serait quoi leur avantage à aller vers là pour dire que c'est terroriste? Est-ce que c'est quoi, ils veulent essayer de les renverser? Parce que montrer le peuple contre eux? Ben, quand tu dis terroriste, il n'y a plus de questions possibles. Tu es soit avec nous ou contre nous. Si moi je dis, toi tu es un terroriste, tu fermes ta gueule. C'est comme quand tu dis, tous les mots en ist, en fait, c'est dangereux. Parce que ça nous enferme dans un truc catégorique. C'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je plaide toujours pour la voie du milieu. Je n'ai pas à choisir entre l'un ou l'autre, tu vois. Pour te dire rapidement, il y avait en Palestine Yasser Arafat. Il y avait le Fatah, qui est d'ailleurs l'organe, comment tu peux dire ça, le groupe politique qui gouverne la Cisjordanie. Comment le Hamas est né? Quand Israël s'est dit, le Fatah, il est trop puissant, le peuple est trop uni derrière lui, il faut qu'on crée un équilibre. Ben, non, pas un équilibre, on va diviser pour mieux régner encore une fois. C'est-à-dire que le Hamas a été créé sous financement de pas mal de choses d'Israël. Personne te dira ça dans les nouvelles et tout. Tu me dis, pourquoi dans les nouvelles et les politiciens, on n'en parle pas? Bon, je sais pas. Je trouve que les gens se complaisent dans ce qu'on leur dit, tu vois, beaucoup, trop souvent. Mais la plupart des gens qui connaissent ces endroits-là te diront jamais c'est un groupe terroriste tel qu'on l'entend depuis le 11 septembre. Je répète, tu vois. Est-ce que c'est un groupe qui fait des actions armées? Oui. Des attentats? Oui. Mais bro, ils sont occupés, là.
Gaza, c'est un territoire occupé. Mm. Il faut bien s'en Ils se rappeler. défendent, alors. Man, moi, je suis contre la violence. Maintenant, je pense qu'il y a des fois, c'est comme on est ici, là, il y a 2 mecs qui viennent avec 2 FAMAS. Ils tracent une ligne là, il se met là, puis il te dit, bro, si tu bouges, je te descends. Mais t'es chez toi, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis rien, tu dis rien. Mais au bout d'un moment, si tu vois, le gars, il s'est retourné, il a baissé sa garde. Tu vas essayer de lui rentrer dedans. Oublions Hamas, parce que c'est tellement, en ce moment, polarisant. Tu me dis, pourquoi c'est un groupe terroriste, puis pourquoi les États-Unis ou le Canada les voient comme ça? Moi, mes parents viennent du Liban, du sud Liban. Au sud Liban, il y a un groupe qui s'appelle le Hezbollah. Selon les États-Unis, selon le Canada, c'est un groupe terroriste. Toi, si tu te balades au Liban demain, au sud Liban, tu vas voir que, oh shit, ils sont à l'Assemblée nationale. C'est un groupe politique. Puis, oh, les écoles sont financées par eux. Oh, les hôpitaux aussi. Tu peux pas, du haut du Canada, dire vous êtes des terroristes. Oui, mais au Liban, ils sont à l'Assemblée nationale, les gars. C'est un groupe politique qui marche. Ouais. Est-ce que c'est des terroristes? Fait que moi, si je dis ça aujourd'hui dans les médias ou trucs, on va me dire ah ouais, mais toi, tu fais l'apologie de terrorisme. Non, bro, je suis juste en train de te décrire la réalité telle qu'elle est. On peut pas juger comme ça. Et ce genre de mots comme terroriste, je trouve, ça enferme très vite dans quelque chose. Tout le monde sait, le terroriste de l'un, c'est le combattant de la liberté de l'autre. Ouais. Donc, c'est des mots un peu fourre-tout qui servent à clore la discussion. Il n'y a plus de c'est oui ou non. Est-ce que la politique est rendue à un tel point mauvais qui fait en sorte qu'on est dans toutes ces guerres-là partout dans le monde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit Ukraine, name it, il y a la guerre un peu partout dans le monde. Ouais. Puis c'est tout le temps des enjeux politiques et économiques. Ouais. Est-ce que la politique n'est pas le point central qu'il faudrait... Ça paraît un peu absurde de dire ça, mais il ne faudrait pas abolir la politique. Je comprends très bien ta question. OK, pour moi, la politique, ce n'est pas le problème, c'est les politiciens. Comme des gens vont dire, oh, la religion, c'est ce qui fait qu'il y a eu des guerres et qu'il y a des guerres et c'est comme ça que les gens se truquent. Non, bro. Si on te donne... Le problème, ce n'est pas les religions ou la religion, c'est les religieux. Il ne faut pas confondre. Si on te donne... Moi, on me donne une Ferrari. Là. Demain, je ne suis pas le meilleur des conducteurs, je la prends, je la crache. C'est de la faute de la voiture. La voiture est mauvaise, il faut l'abolir ou c'est ma faute à moi? Et je trouve qu'on confond le véhicule et le chauffeur. Comme je te dis, en Occident, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu très peu de grands dirigeants. Avant, là, même OK, je vais prendre le Pierre Elliott Trudeau. Que tu respectes ou pas, que tu sois souverainiste ou fédéraliste, ou René Lévesque, par exemple, il parle, tu respectes. Parce que tu vois que le gars, il n'est pas con. Man. Tu vois que le gars, quand il te dit un truc, il le croit vraiment. Il a une vision à long terme. Il n'est pas là pour se faire élire demain. Il a un projet plus global. Et comme je te dis, on est dans des sociétés tellement individualistes où je pense que ces dirigeants qu'on a en ce moment, c'est des fonctionnaires, c'est des politiciens de carrière, c'est pas des chefs d'État. Et il y a une grosse différence entre les deux. Mais pour moi, c'est pas la politique le problème, c'est les politiciens. Là, tu as mentionné l'Ukraine. Mm-hmm. C'est super important parce que je vais te dire pourquoi ça me révolte ce qui se passe en Palestine. C'est que quand l'Ukraine se fait injustement bombarder et envahir par la Russie, il n'y a même pas de question. On va accueillir les réfugiés ukrainiens, on va financer leurs efforts de guerre et on va empêcher la Russie de faire un geste qui est intolérable. Mais les gars, pourquoi vous ne dites pas la même chose quand c'est la Palestine? Je ne comprends pas. Et ce 2 poids 2 mesures, je te le répète, tout ce qui est radicalisation, terrorisme à la fin, ça vient d'une inégalité, d'une injustice. Mm-hmm. Qu'elle soit forte ou pas. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, à cause de ce 2 poids 2 mesures-là, sont en train de perdre beaucoup de confiance aux valeurs occidentales. Et ça va être un problème dans les sociétés occidentales et dans le reste du monde. Ouf. Ça commence bien. non, mais parce que c'est des sujets sérieux. Mais... Ouais, c'est des sujets chauds que on n'a pas le choix d'en parler, de les aborder aussi. Puis moi, je dis toujours, quand tu as un certain sujet qui touche différentes cultures, c'est toujours bon d'amener une personne de cette culture-là pour venir en parler. Mm. C'est facile, moi puis Wilkins, on pourrait en parler, ou moi puis Carl, un soir, juste nous deux. Mais amener quelqu'un que ça touche directement, que c'est sa culture qui est là, ça vient peut-être te donner des informations que tu n'avais pas, des certaines connaissances également. Moi, je dis toujours, des fois, on voit à la télé ici au Québec, on voit du monde qui parle de racisme, qui parle de ci, qui parle des Noirs, mais ils sont 4 blancs à parler de Noirs. Ou quand on parle des femmes voilées, mais il n'y a aucune femme et en plus femme voilée. Tu comprends? Non, fait, non, peut-être pas, t'as peut-être pas les réponses dans toutes,
Mais veux pas, tu as un certain poids dans ce que tu peux nous amener dans notre compréhension et aussi dans notre culture aussi. Mais je te remercie, comme vraiment. Puis je te remercie aussi de me poser ces questions-là. Tout ce que je veux dire, c'est que je pense, puis c'est ça le problème des gens et des humains en général, on a trop de certitudes. Et moi, je te le dis vraiment humblement, tout ce que je te dis là, la personne qui regarde, qui n'est pas d'accord, elle a le droit de m'insulter, de dire non, c'est ça les arguments, c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse en discuter. Et je trouve qu'aujourd'hui... Pas insulter, par exemple? Non, mais c'est ça. Mais je rigole, j'exagère comme ça, mais je trouve qu'on est dans une société où tout est hypersensible. Et il suffit que j'aime le bleu, toi le marron, et je te le dis, ça te heurte. Ouais, c'est bro, la guerre. On doit apprendre à être heurté par des idées. Moi, je l'ai toujours dit, même dans les médias, tu sais, des fois on me disait, ouais, est-ce qu'on doit recevoir quelqu'un d'extrême droite et tout. Je dis, ce gars-là, il existe. Après, on peut dire qu'il n'existe pas, on le laisse sur YouTube ou dans son sous-sol. Mais moi, si lui est apte à discuter, je suis down. Je suis down. Viens, on discute. Mais au moins qu'on le fasse vraiment. Puis, je veux juste te dire que sur ce sujet-là, encore une fois, tu sais, moi, je me considère nigérien. Mais je n'ai pas la couleur de peau nigérienne. On va toujours me dire, tu es un arabe, en plus tu viens du Liban. Donc, tout ce que je te dis, je l'ai appris à l'université. Ou à travers mon père qui me racontait des trucs. Mais il y a un truc qui est vrai. Pourquoi ça me concerne directement? Moi, je voulais faire du développement humanitaire. Après mes études, j'ai fait études internationales. Je veux faire du développement humanitaire. On est en 2006. Je dois faire un stage pour finir mon bac. Et là, je me dis, oh, je ne connais pas le Liban, c'est mon pays d'origine. J'ai envie d'aider les gens. Je vois, il y a stage dans les camps palestiniens au sud Liban. So, j'applique à ce stade-là. Et entre le moment où j'applique et le moment où on donne la réponse, il y a la guerre Israël-Liban qui éclate. Donc, je suis bloqué à Montréal. Et c'est là où je vais voir mon coordonnateur de stage. Et je lui dis, il faut que je fasse un stage pour finir mon bac. Il me dit, yo, il y a une place à Radio-Canada, veux-tu essayer? Mais sinon, ma vie, elle est complètement différente. Et je suis peut-être pas là pour t'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, en fait. Puis tu as parlé de tes études en politique. Juste avant qu'on regarde sur ce que tu as étudié plus en profondeur, parle-nous un peu d'où est-ce que tu as grandi. Tu as parlé beaucoup, tu as dit que tu es Libanais, mais que tu as grandi au Niger. Ouais. Parle-nous un peu de comment ça se fait, le processus, comment ça s'est fait. Déjà, il y a beaucoup de Libanais à l'extérieur du Liban, comme Ouais. tu sais, même en Haïti. Je pense Même en Haïti, oui, effectivement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant longtemps, la Méditerranée, mais surtout le Moyen-Orient, le Liban compris, a été colonisé par les Ottomans, donc les Turcs, l'Empire ottoman. Et que ça ne se passait pas souvent cool. Et ce n'est pas parce que tu es arabe, musulman, que vous allez vous get along, là, que vous allez vous entendre. Ouais. So, il y a une grosse famine au Liban vers, dans les années 1900 quelque chose, là, entre 1900 et 1930. Beaucoup de familles, comme mes grands-parents, je te parle moi je ne les ai jamais connus, mais les parents de ma mère, ont pris un âne, ont quitté le sud Liban, se sont retrouvés au port de Beyrouth et prenaient un bateau sans savoir où ça va. Ils prenaient 2 places de bateau avec de la nourriture à faire sur le bateau et tout. Mais tout le monde rêvait d'aller aux States parce qu'à l'époque, c'était New York. Tu sais, genre, faut qu'on aille à New York. Le rêve américain. Le rêve américain. Il y en a qui finissaient à Rio de Janeiro. Il y en a qui finissaient à Terre-Neuve et Labrador. Il y en a qui finissaient à Kinshasa. So, chacun a eu sa chance, on va dire, son destin. Moi, mes grands-parents maternels, ils prennent le bateau. Le bateau s'arrête 3 mois à Marseille. Ma grand-mère maternelle, là, je te raconte ce que ma mère me raconte. Moi, je ne le sais pas. Elle dit à mon grand-père maternel, on descend, c'est la France, c'est cool. Lui, traumatisé par la colonisation qui était en train de se passer, ou en tout cas, il dit jamais la France, c'est les États-Unis. Le bateau repart, arrêt final Dakar, Sénégal, tout le monde descend. Ils n'ont jamais vu de black, ils savent même pas c'est quoi le Sénégal. Mais tu n'as pas le choix, tu descends, tu fais ta vie là. Donc, ma mère est née de parents libanais à Dakar. Ma mère, elle est née sous la colonisation française. Donc, c'était encore la France qui gérait le Sénégal. Et ma mère, elle a été à l'école publique sénégalaise. C'était des sœurs catholiques françaises qui enseignaient. Ma grand-mère, elle est musulmane, pieuse, voilée. Ma grand-mère disait à ma mère, va en paix, tu vas chez les femmes de Dieu. Pour te dire à quel point aussi le rapport à la religion, entre les religions a changé. Ma grand-mère, qui est une musulmane pieuse, dit à sa fille, va chez les sœurs catholiques, c'est des femmes de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ma mère, elle a appris la France comme si c'était une petite Française colonisée, là. C'est-à-dire il récitait la Marseillaise, il voyait le drapeau, etc. Donc ma mère naît là. Mon père, lui, il quitte le Liban à 18 ans. Il se retrouve chez un oncle qui est au Bénin. Il travaille avec lui, mais ils ne se connaissent pas. Il pète un câble, il s'en va. Et il se débrouille en faisant 1 travail, 2 travails, 3 travails. Et il se retrouve au Niger. Il rencontre ma mère. Il se marie. Et moi, je suis né là-bas, tu vois. As-tu des frères et sœurs? J'ai 3 grands frères. 3 grands je suis frères. le plus jeune, ouais. Fait que vous êtes 4 au total. 4, ouais. 4. Pas de sœurs? Pas de... Juste des frères. Wow. Pauvre ma mère, ouais, la pauvre. Elle a géré.
Elle a géré de fou. Fait que, à partir de l'âge de 9 ans, tu fais des allers-retours à Montréal. Pourquoi Montréal? Pourquoi le Québec? Pourquoi le Canada? Là encore, frérot, les hasards de la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père rencontre des Canadiens qui travaillent au Niger pour 1 ou 2 ans. Il y a souvent des expatriés qui vont faire des missions. Il s'avère que ces Canadiens sont d'origine libanaise. Et mon père dit, le plus grand, donc Ali, mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi, il arrive à 18 ans. Ceux qui ont les moyens dans nos pays, on va leur donner l'argent pour qu'ils aillent étudier ailleurs. Parce que c'était souvent ça l'idée. Il faut que tu étudies dans une grande université, tu vas réussir, etc. Tu sais. Donc, ils pensaient à peut-être l'envoyer en France ou aux États-Unis. Et on rencontre ces gens-là et ils se disent, ah ouais, le Canada, pourquoi pas? Et ils lui disent, le Canada accueille des immigrants, ils ont besoin d'immigrants. Fait que mon père, je me rappelle, avec ma mère, ils ont rempli les papiers là. Puis on allait à l'ambassade faire un test de santé ou quoi. Bref, je pense qu'ils ont lancé ça comme c'est une blague. Ils vont pas nous appeler, mais regarde, on le fait. Finalement, le Canada nous accueille en tant qu'immigrants. Et c'est là où la première année, je pars avec ma famille. Moi, j'ai 9 ans. Et on vient pour s'installer, immigrer au Canada, parce que tu as une fenêtre pour venir. Il faut que tu vives 3 ans au moins, le nombre de jours et tout pour être là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à venir au Canada pour la première fois. Fait que ça partit juste de travailleurs libanais, canadiens qui étaient venus travailler ici. Ouais. Vous étiez au Niger à ce moment-là. C'est eux qui ont lancé l'idée du Canada. Puis ils ont dit, pourquoi pas le Canada? Ouais, parce que dans ma tête, c'était loin, c'était des sapins, des trucs. Mais ma famille aussi, c'était... Je veux dire, c'est dans les films, tu vois. Les igloos, il fait froid. Ouais, pas autant que ça, mais vraiment, genre, c'est loin, bro. L'Europe, c'est proche de l'Afrique. Ouais, l'Europe, il y a un vrai lien. Les États-Unis, c'est le nouveau monde. Là. C'est le nouveau monde. Moi, je me rappelle, je suis arrivé, on a fait Niamey, Bamako, Bamako, Casa, New York, Montréal. Quand j'arrive à New York, et je suis con, je suis petit, c'est mon père qui m'a appelé, mais je descends de l'avion, j'embrasse le sol, frère. Tellement dans ma tête, on a percé. We made it, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que je voyais dans les films, bro, je ne pensais pas que ça existait en vrai, c'est-à-dire Halloween ou Noël, il y a de la neige, il y a des décorations partout. On fêtait Noël. Mais bro, je suis dans le désert, 40 degrés à l'ombre. C'est pas de la même magie. Là. Ouais. Et, comment te dire, je me rappelle dans les films, ce qui me frappait l'esprit, c'est de dire, entre les maisons, il n'y a pas de mur. Les maisons aux States, en Amérique du Nord, plus tu es riche, moins tu as de contraintes. Bro, tout le monde est tellement safe qu'il n'y a pas de mur. Chez nous, tu as de l'argent, tu te caches, frère. Tu as un gardien, tu as quelque chose au cas où, tu as des grillages, tu as des murs, tu as des barbelés. Tu comprends le rapport, comment dire. Et quand j'ai vu ça, moi, dans ma tête, c'est bon, on est à Hollywood, là, c'est super. Mais ça, c'est l'été, ça dure quelques semaines. Après, la dure réalité de l'hiver arrive, puis l'immigration, frérot, t'as pas d'amis, tes parents aussi sont un peu perdus, toi, t'es perdu, et là, ça devient très dur. Mais au départ... Comment t'as vécu ton premier hiver? Horriblement, surtout que c'était le verglas. Ben, moi, jeune, j'étais content parce que pour la première fois de ma vie, on me dit t'as pas d'école parce que raison météo. C'est jamais arrivé de ma vie, frère. 3 semaines, je suis là, tu comprends, je m'amuse. Puis c'était amusant de genre, oh, fait froid, il y a une cheminée, nanana, parce qu'on vivait dans il y avait sous-sol, puis étage, puis à l'étage, on pouvait faire la cheminée, fait qu'on l'a faite, tu vois. Mais je sais que pour ma mère, pour mon père, tu sais, c'est dur quand t'as fait toute ta vie quelque part, on t'appelle monsieur, t'as fait tes preuves et tout, t'arrives ici, t'es un numéro, t'es comme tout le monde. Donc mon père a essayé de travailler, ça n'a jamais marché, tu vois. Donc il a dû faire beaucoup d'allers-retours pour nous permettre de... Puis aussi, au Niger, certes, on était bien, on était classe moyenne. C'est-à-dire, je peux aller à l'école française et tout, mais je ne suis pas les milliardaires qu'il y a là-bas, tu vois. Mais quand tu arrives ici, tu changes le CFA en dollars canadiens, il ne te reste plus beaucoup, frère. Donc, et c'est ça que je dis souvent, dans la vie, c'est facile de monter. C'est très dur d'être quelque part et descendre. Ça c'est de la vraie misère. Quand tu n'as rien et que tu ne le sais pas, c'est pas grave. Mais quand moi, je faisais les sports que je voulais, il y avait une piscine dans ma maison. Pas dans ma maison, mais je veux dire, j'avais un jardin, piscine, tout. J'arrive, je suis dans un sous-sol Côte-Vertu. Je dis, c'est ça, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la vie. Et aussi le rapport à l'école. Je me rappelle, ici, j'avais l'impression d'aller en prison, frère. Tu peux pas. Quand tu allais à l'école? Ouais. C'était la prison. Genre, nous, c'est des salles. Chaque cours fini, tu changes de salle. Puis, comme tout le monde se connaît, frère, c'est communautaire. Si moi, je fais le con dans une classe, il y a le frère de l'autre qui va dire à mon grand frère qui va venir me taper. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, j'arrive, je suis tout seul. Là, le premier choc que j'ai pour vrai, là, parce que ça me repop pendant que je te parle, j'arrive en classe, je suis assis derrière, on me dit, oh, ça c'est un nouveau, ok, cool. Il y a un gars à côté de moi, moi je lui parle, tu vois. Je sors à la récré, je joue au foot et je me débrouillais bien par rapport au niveau qu'il y avait là. Sauf que je deviens un peu cool directement, tu vois. Et je reparle à ce mec-là et il y a un gars avec qui j'ai joué au foot qui est genre un beau gosse du collège et tout, qui me dit, pourquoi tu parles avec lui? C'est un reject. Je suis comme, quoi? C'est quoi un reject? C'est un rejet. On ne lui parle pas. Hein? Depuis quand on ne parle pas à quelqu'un? Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, je me rappelle, ça a été le premier choc que j'ai eu.
Mais dire, c'est quoi ce genre de gens où tu parles... Pourquoi on lui parle pas parce qu'il est pas cool? Ouais. Mais quelle folie! Ouais, il y a... Je pense qu'il y a eu ici ça en Amérique, d'être cool, pas cool. Puis on le voit beaucoup dans les films aussi. Fait que toutes les cools restent avec les cools, tous les plus beaux restent avec les plus beaux. Si t'es sportif, mais t'es laid, bon, ok, t'as une chance parce qu'au moins t'es sportif. Mais si t'es un nerd, t'es un geek, tu fais pas de sport, puis en plus tu portes des grosses lunettes, puis ta coupe de cheveux elle ressemble à rien, ben Ça y est. t'es pas un cool. Ouais. Fait qu'on te parle pas. À la cafétéria, ben il y a la table, il y a le coin des cools, puis il y a le Puis de coin l'autre, des Ouais. pas cool. Mais ça, je l'ai remarqué ici. Ça- Mais tu vois, je te dis pas qu'il n'y a pas de problème chez nous. Il y a toujours des gens plus ou moins cool. Mais on parle pas Genre, on va pas empêcher quelqu'un de parler à quelqu'un volontairement en disant Ouais. parce que c'est un rejet. Ça j'avais jamais entendu avant. Ouais. Jamais. Fait que t'as étudié à l'UDM en politique, Études internationales. études internationales, Qui comprend de la politique. qui comprend la politique. Ça, c'était- Pourquoi là-dedans? C'est quoi qui... Très honnêtement, je suis au Niger à 15 ans. Puis moi, tous mes amis avaient comme 1 ou 2 ans de plus que moi. Puis nous, comme je te dis, c'est le système français. Quand tu arrives à ton cégep, ça s'appelle le lycée, tu fais ton bac, puis tu t'en vas à l'université. Donc, tous les gars l'année où moi j'ai voulu quitter, c'est quand j'ai vu que tous mes potes allaient plus être là. Ils allaient être en France, aux États-Unis, etc. Et moi, j'avais déjà un frère là, et j'ai convaincu ma mère, parce que j'avais quand même 16 ans, j'étais quand même assez jeune, de dire, je vais aller là-bas, il y a mon frère, et je vais étudier, t'inquiète même pas. Si j'ai une mauvaise note, tu me ramènes. Et moi, je le faisais parce que je venais chaque été ici, j'avais rencontré des gars qui faisaient du rap. Je te répète, moi, je viens du Niger, là. Je sais pas comment je peux expliquer aux gens. Surtout à l'époque, il n'y avait pas Internet. Bro, on voit les clips, c'est... Wow, tu comprends? Oh shit, au States, tu peux faire de la musique. Moi, j'avais jamais eu accès à ça. Fait que je me rappelle que le jour où je suis rentré dans un appart à Côte-des-Neiges, j'en étais avec mon pote Youssef et il me dit, check, on peut rec. Et j'ai vu un micro, un ordi. Je fais, wow, ok, vous pouvez le faire vous-même. Fait que là, dans ma tête, c'était, je veux faire du rap. Donc au Niger, j'écrivais tous les jours. Je faisais mes textes de rap. Je prenais le même instru depuis 2 ans, mais j'écrivais. Et donc à 16 ans, je suis venu ici avec la prétention, l'envie de faire du rap. Avec mon groupe qui C'était avait... ta première option. Non, mais c'est ce que je voulais faire. C'est ça. Tu peux pas dire ça à tes parents qui ont sacrifié. Tu vas les faire dire, tu te fous de ma gueule. Mais moi, c'est ce que je voulais faire. Et donc, je m'installe ici et j'ai mon groupe de rap qui s'appelle CDN Crew, Côte-des-Neiges, parce qu'on venait tous de Côte-des-Neiges. Et c'était ça mon envie. Donc, quand j'arrive, je finis pour l'université, je regarde, OK, est-ce que je peux travailler en son, ingénieur son et tout? C'est là où je regarde musique technique et tout, mais je vois que c'est genre 20, 25, 30 000 $ c'est dead. Et là, je regarde dans tous les programmes, parce que quand même, genre, je me suis toujours débrouillé dans le blabla. J'étais nul en sciences. Pas nul en sciences, mais les maths, tout ça, les problèmes, les algorithmes. Puis là, j'ai vu un programme études internationales, il y avait du droit, de l'histoire, de l'économie, de la politique. Je me suis dit, tu sais quoi? Je sais pas ce que ça va me donner à manger, mais ça a l'air nice. Les cours, ça va passer vite. Anyway, je compte pas là-dessus pour m'en sortir. Je vais faire de la musique. Mais je vais faire plaisir à mes parents qui ont émigré. Je vais leur montrer que je peux aller chercher un bac. C'est comme ça que je suis rentré dans ce programme. Genre vraiment au hasard, tu vois. Puis, je me disais, si je dois travailler dans quelque chose, je veux faire du développement humanitaire. Je veux aider les gens parce qu'au Niger, j'ai vu des gens trop bons, mais j'ai vu aussi des gens trop pauvres. Je me disais, si je peux aller faire des puits, si je peux avoir... je vais le faire. Et donc, ma prétention, c'était finir le bac, avoir un stage dans le développement humanitaire, puis voir où est-ce que ça m'amène. Puis, on va revenir de où est-ce que ça t'a amené tout ça. Mais lorsque tu étais à l'université, j'imagine que tu as sûrement eu des chocs culturels un peu avec les autres élèves ici et tout. Ma question pour toi, c'est, en étant à l'université ici, as-tu vu cette différence culturelle que tu avais, par exemple, de ce que tu as connu au Niger, puis ici à Montréal, au Québec, à l'université? Pourquoi je te pose la question? C'est parce que j'en connais beaucoup des Africains ou des Français, quand ils viennent ici, la première chose, ils nous disent le manque de culture ici, le monde, ils savent pas qui sont, ou bien ils apprennent pas leur culture. André, ils ont pas cette richesse-là dans l'âme, comparativement en Europe ou en Afrique, où est-ce que la culture est très importante. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué? Mais de un, Caleb, pour vrai, tu me poses de super bonnes questions. Là, tu sais, genre, là où j'ai eu le plus gros choc, c'est quand je suis arrivé à 16 ans à l'école.
C'est-à-dire, quand j'ai fait 16, 17, 17, 18 pour finir mon cégep, mon lycée français pour aller À l'université. Parce que, et c'est là où j'ai compris, en fait, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de religion, de tout ce qu'on nous dit qui nous divise, c'est une question de portefeuille, frérot. L'important, c'est pas la couleur, c'est le compte en banque. Ça, c'est Ayam, il disait ça dans une track, puis je trouve que c'est une des phrases les plus vraies du rap français parce que moi, j'avais genre, je pense, $20 par semaine de argent de poche. Que je te répète, j'ai 16 ans. J'ai personne quand je rentre à la maison qui va me faire à manger ou quoi. Et je suis dans une école où il faut quand même certains moyens. Et je vois les jeunes qui se font déposer par les parents. Puis tant mieux. Je suis pas en train de te dire c'est mauvais ou quoi. Mais qui avaient cette chance-là. Et en fait, je me rends compte que je suis juste pas comme eux. Tu sais, moi pendant décembre, je reste à Côte-des-Neiges à chiller avec les gars. On est au centre communautaire. Eux, ils sont allés au Club Med et des trucs comme ça, tu vois. C'est là où j'ai vraiment vu une différence culturelle. En fait, j'avais l'impression des fois que j'étais avec des gamins, avec des enfants. Et sans être péjoratif, mais vraiment, genre, OK, on n'a pas la même réalité. C'est-à-dire, moi, j'étais à l'école lundi au vendredi, samedi, dimanche, je travaillais aussi pour me faire de l'argent de poche, tu vois. Donc, j'ai dû apprendre des raccourcis rapidement. Et je suis arrivé, comme je te dis, j'avais mon grand frère, mais mon grand frère, il est occupé avec ses affaires. Fait qu'il ne gérait pas vraiment qu'est-ce que je faisais, qui je voyais, tout. J'aurais pu partir n'importe où, tu vois. Et c'est là où j'ai plus senti la différence. À l'université, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les gens les plus cons sont souvent les plus éduqués. C'est vrai, frère. Genre, moi, les gens qui m'ont le plus appris, je l'ai dit souvent, mais c'est les gardiens au Niger. J'allais devant chez moi, les gardiens se posent, ils boivent du thé et j'entends leurs histoires. Les gars n'ont pas fait l'école. Peut-être ils ne savent pas lire, écrire. Ils ne savent pas compter. Mais bro, le gars, c'est tellement de choses de la vie. Et c'est des leçons, tu es comme, waouh. Quand j'arrive à l'université, surtout après le bac, je suis allé jusqu'à la maîtrise. J'ai eu une bourse, puis je suis allé à la maîtrise. Je voulais le faire pour me dire, moi, j'ai réussi à aller à la maîtrise parce que mes frères ne l'avaient pas fait, tu vois. Dire à mon père, regarde, j'ai réussi à faire ça. Je suis dans des colloques où on est genre 12, 14 personnes, puis lui a fait un doctorat à Stanford, l'autre, je sais pas quoi. Bro, j'entends les gens parler, puis avec une telle fermeture d'esprit, genre, comme tu as étudié le domaine, tu es certain que tu sais tout de la vie et de ce domaine-là. Donc, tu n'es même plus ouvert à l'idée de quelqu'un qui t'amène ailleurs dans la réflexion. Et je te jure, je me rappelle une fois en colloque, j'ai entendu une femme parler comme ça, avec beaucoup de fermeture, et je me suis dit, toute ma vie, je vais tout faire pour toujours me remettre en question et ne jamais penser que je suis certain que j'ai raison. Et je te dis, un domaine bête, la musique, ça fait 15, 16, 20 ans que je suis dedans. Je vais jamais me dire, moi, je sais c'est quoi une bonne chanson ou je sais c'est quoi écrire mon texte. Je pense que je sais. Mais je vais jamais imposer ma vision à quelqu'un. Parce que je trouve c'est des grands philosophes là, qui disaient tout ce que je sais, c'est que je sais rien. C'est ça la vérité. Les gens les plus brillants se remettent souvent en question et font attention de ne pas être bloqués dans des certitudes. C'est ce qui fait qu'on en est dans des guerres comme Israël-Hamas, par exemple. Tu vois. Ouais. Puis moi, ce qui me frappe tout le temps, c'est des fois, j'écoute des émissions en live, c'est des émissions culturelles et tout. Puis même des fois, on en voit, c'est des YouTubers qui posent des questions dans les rues, surtout aux États-Unis. Puis chaque fois que c'est une question du Canada, j'ai même pas encore entendu la question, je commence déjà à rire. On leur pose, par exemple, c'est... j'ai oublié ce qu'on nom de ce YouTuber-là, il est très populaire. Il pose des questions à des Américains, puis il leur demande savez-vous c'est où le Canada? Puis là, il disait je pense, eux, ils parlent français, je pense à côté de la France, en Europe. Là, t'es comme... C'est pas possible. Mais ouais, non, c'est sérieux. Là, tu sais, j'y vais à l'extrême. Ouais, je comprends. J'y vais à l'extrême, mais tu sais, même moi qui est né ici au Québec, souvent, je le vois. Puis en grandissant, quand je repense à mes cours d'histoire que j'avais, je le vois que ça a été vraiment mis dans une boîte qui voulait vraiment nous apprendre. Je comprends. Tu comprends? Fait que moi, j'ai grandi, puis j'ai jamais entendu parler des Autochtones, à part que c'était des Indiens. Ils nous ont appris à faire telle affaire, un peu de troc, les épices. Puis après ça, ils étaient dans leur coin, puis ils buvaient de la boisson. C'est pour ça qu'ils sont là où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. C'était pas mal ça. C'était un 5 minutes dans toute notre cours d'histoire. Puis on passait à d'autres choses. On parlait des grandes guerres et tout. Fait en grandissant, c'est là que tu vois que même le système d'éducation ici est quand même bafoué, si je peux le dire. Ouais, puis je pense que ce problème-là, tu pourrais le trouver à différentes échelles un peu partout dans le monde. Comme moi, toi, tu dis ça a été très nord-américain, puis ceux qui sont venus coloniser les Autochtones qui te racontent l'histoire, tu sais.
Moi, c'était l'histoire de la France. Moi, je suis Libanais au Niger. On m'a jamais appris c'est quoi le Niger. Pourtant, genre, on habite là. Fait que c'était toujours... Tu sais, on dit l'histoire est écrite par les vainqueurs et c'est normal. Mais la différence, je pense, de gens comme toi ou moi, c'est que... Puis aujourd'hui, c'est un mot trop galvaudé que je déteste utiliser, mais ça reste que... Moi, je suis né en tant que minorité libanaise au Niger. Puis à l'école française, j'étais une minorité nigérienne dans le lycée français. Ce qui veut dire que tu n'as pas le choix d'apprendre de l'histoire de la France. Puis en même temps, c'est-à-dire que tu es obligé de t'ouvrir. Parce que sinon, tu peux pas t'en sortir. Toi, ici, tu as tout ton bagage haïtien, mais tu as été obligé de t'ouvrir aux autres personnes autour de toi, tu vois. Mais je trouve, pour faire la comparaison avec mes amis, qu'ils me racontent un peu leur cours d'histoire ou leur jeunesse, on est très américano-centriste dans l'éducation ici. Et surtout, ce que je trouve dommage, tu sais, en Amérique, il y a Haïti, par exemple. Haïti, c'est le premier pays qui a trouvé son indépendance tout seul face aux colons. Jamais on t'a appris l'histoire d'Haïti. Et pourtant, l'histoire d'Haïti, c'est pas l'histoire haïtienne. C'est l'histoire du monde dans le sens où, si tu comprends ce qui s'est passé là, tu peux comprendre beaucoup de mouvements qu'il y a eu après. Eux, ils l'ont fait en quoi 1780 1803. Bon, ok. L'Afrique a commencé à se décoloniser à partir de 1960. Donc, t'imagines comment c'était en avance. Et je trouve ça dommage que moi, je l'ai appris grâce à mes amis haïtiens. Mais quand on m'a dit, tu sais, je disais, ouais, non, l'indépendance de l'Algérie ou des trucs, c'est bro, Haïti, c'est indépendant depuis 100 et quelques années. Je fais, oh, personne ne me l'a dit, tu vois. Et le fait de connaître cette histoire, tu peux comprendre pourquoi, peut-être, Haïti est dans la situation actuelle. Je pense qu'il y a des puissances et des intérêts qui n'ont jamais pardonné leurs revendications indépendantes. Qui n'ont jamais pardonné, mais qui continuent à aller exploiter toutes les richesses du pays. Ouais. Je me souviens encore, Clinton, lorsqu'il avait fait le commerce de riz, fait qu'il prenait le commerce de riz en Haïti, il l'exportait aux États-Unis, puis il les vendait le triple, quadruple du prix. Fait qu'il se faisait la grosse palette avec ça. Mais à un moment donné, il demandait tellement que le pays devenait asséché. On n'a plus de récolte pour nous nourrir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a revendu le riz qu'on lui a vendu. Que vous avez produit vous-même. Qu'on a produit nous-mêmes, au prix comme si on était des Américains. Comme si on faisait 50-70 000 par année US, là. La réalité n'est pas la même. Ouais. Puis, on l'avait pointé du doigt. Il a été amené dans une... C'est pas une cour, c'est comme un truc disciplinaire, si je peux dire. J'ai pas le nom exact. Il était devant une assemblée, un peu beaucoup de tralala. Puis, il a dit ouvertement, je m'excuse. J'ai pas bien pensé, c'était pas un bon coup. Je m'excuse pour tout le tort que j'ai fait. Ça a fini là. Merci, bonsoir. Il a donné ses excuses. Mais Caleb, penses-tu que... Parce que moi, je te suis totalement, puis je suis d'accord avec toi, mais penses-tu que Clinton pourrait faire ça s'il n'a pas des alliés haïtiens qui faisaient le même travail que lui? Comme, tu sais, on n'arrête pas de dire, par exemple, le Niger, c'est un pays pauvre, effectivement, mais il y a des ressources de fous comme l'uranium. Je veux dire, les Nigériens ne sont pas supposés être pauvres comme ils sont. Mais s'il n'y avait pas des corrompus dans nos pays, tu sais, des vrais corrompus, personne ne pourrait exploiter ces gens-là. Les premières personnes qui vendent leur peuple, c'est les gens de ce peuple. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce qu'ils sont attirés avec l'argent. Bien sûr. Fait c'est sûr. Je veux pas les excuser. OK? Mais c'est facile pour une personne. Admettons, moi, je suis là à devenir le prochain président d'Haïti. Puis j'ai connu toute la misère du monde pour pouvoir devenir président, avoir un certain statut. Puis là, j'ai des Américains qui m'approchent. Puis encore là, je leur dis encore, je veux pas pardonner ce que ces dirigeants-là ont fait. Mais si l'Américain m'approche puis il me dit, regarde, tu vas faire telle affaire pour que nos compagnies puissent venir se mettre ici, puis on puisse faire notre argent, mais nous, on va te donner, exemple, je sais pas moi, un million, whatever. Cash. Je te donne une maison à Miami, puis t'aimes ça les diamants, mais t'es bon, ok, mais moi j'ai mon bijoutier, ben lui il peut t'arranger quelque chose. Tu sais, je te vends toute ma salade pour que tu puisses accepter mon offre. Moi j'accepte. J'ai une maison plus tard, je sais que j'ai un mandat peut-être 2-3 ans. Après ça, j'ai une maison payée cash à Miami, j'ai des bijoux, ma famille peut aller en vacances à Miami, revenir en Haïti, faire des allers-retours. Fait que souvent, c'est dans ce jeu-là qu'ils prennent. C'est toujours une question d'argent, une question d'intérêt. Fait que l'Américain, lui, de l'autre bord, il est mort de rire, là. La maison, ça allait coûter quoi?
1 million, Mhm. c'est Ouais. rien pour lui. Quelques bijoux, tu veux une Mercedes, ok, je vais te la donner. Je vais t'en donner même 2, une Mercedes, Mhm. si tu veux. Mhm. Fait que c'est souvent dans ce jeu-là qu'on se fait prendre. Puis je le dis tout le temps, c'est parce que c'est le manque d'éducation. Ouais, le manque. Tant aussi longtemps que on te permet pas de éveiller tes sens, de connaître les choses, d'en apprendre, mais ça te permet de rester en bas. On nous a divisés pour mieux régner, Ouais. et là, maintenant, on veut pas nous inculquer. Mhm. Je comprends très bien. On est aussi très égoïste en tant qu'humain. Tous, on est très égoïste. Entre autres Mais aussi. moi, puis comment je reviens avec ça, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est quoi le problème des Palestiniens? Je t'ai pas dit c'est Israël ou Netanyahou, je t'ai dit c'est les Arabes. Parce que c'est des vendus, bro. Puis eux, c'est exactement ce que tu viens de me décrire, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait. Mais toi et moi, là, qui on respecte la vérité? Qui tu respectes quand tu regardes l'histoire et tout? Moi, je respecte des gars comme Sankara, que le gars, il a dit l'Europe, tout ce que vous faites, non, on va produire nous-mêmes. Il s'est fait assassiner pour ça. Tu vois, c'est-à-dire que les gens qui ont toujours eu des valeurs, qui ont voulu se battre contre ce système, souvent on sait les conséquences qu'il y a. Mais pour moi, c'est ces gens-là. Pour moi, l'exemple, c'est eux. C'est pas ceux qui ont vendu leur peuple ou leur âme. Parce que malheureusement, c'est ça le drame je pense, de l'Afrique, par exemple. Bro, la richesse de la terre, c'est pas une blague quand je dis ça, est là-bas. La richesse du monde entier, le coltan, le cuivre. Bro, l'Afrique, c'est 1/4 des terres émergées. Les gens ne se rendent pas compte de la richesse. Un pays comme le Congo, c'est grand comme l'Europe occidentale, frérot. Et tu vas me dire qu'au Congo, la moitié des gens ont moins d'$1 par jour, alors qu'ils dorment sur du diamant ou des minéraux. De qui on se fout? Et comme je te dis, moi, j'ai été choqué à Kinshasa. Frérot, je pense que c'est plus cher quand tu vis dans les quartiers UP que vivre en Europe. Et tu es à Kinshasa, Congo. Donc, le problème de ces pays-là, c'est tu as les extrêmement riches et tu as les extrêmement pauvres. Ouais. Et on dit c'est des pays violents. Non, c'est des pays inégalitaires. Pourquoi au Brésil, ça tue aussi facilement? Parce que, frère, entre un coin de rue et l'autre, tu as milliards, puis tu as la pauvreté. Ouais. Congo, pareil. Tous les pays où ça se tue vraiment bêtement, c'est souvent d'inégalité, de l'injustice. Mais tout ça pour te dire que je suis d'accord, c'est ça le mécanisme, mais moi, je suis contre ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je combats. Et c'est facile de dire ça quand on n'est pas dans des positions de pouvoir ou de trucs, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu arrives là, on dit la chaise, elle change l'homme. C'est pas l'homme qui change, c'est la chaise qui le change, tu vois. Mais j'espère garder ces convictions-là, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, tu vois. Mais c'est pas facile. Ouais. Non, effectivement, c'est pas facile. Donc, tu poursuis, tu gradues, tu fais ta maîtrise, tu termines à l'UDM. C'était quoi ton plan de match? Parce que là, je vois que j'ai vu que tu as dit dans plusieurs médias que tu étais un peu tombé par chance, Par hasard, en tout cas. par hasard dans la télé. Ouais. Explique-nous cette transition-là. Mais tu sais, je t'ai dit, je voulais faire de la musique ou du développement. Le stage en développement se fait annuler à cause de la guerre Israël-Liban. Là, je vois mon coordinateur qui me dit « Yo, il y a une place à Radio-Canada ». Puis, je te jure, Caleb, c'est pas une blague quand je te dis ça. Je n'avais jamais écouté la radio de Radio-Canada de ma vie. Moi, je rentre là-bas, bro, je sais pas où est-ce que je suis là. Moi, je veux juste faire mon stage et réussir. Fait que je fais l'entrevue, ça fonctionne, ok, cool. Et ce que j'ai aimé, parce que faut que je te dise qu'à cette époque-là, je travaillais dans des entrepôts à Chabanel, dans les vêtements. Après, j'ai été boss boy et plongeur dans des restos, notamment le Pile Pub. Oh. Mais le Pile Pub, j'ai réussi à monter boss boy, puis presque barman, tu sais. Je travaillais dans des magasins de vêtements, genre les ailes de la mode. Puis, comment te dire, dans ma tête, je veux dire, les médias, c'était même pas une option, là. C'était pas... Fait que quand je rentre à Radio-Canada, déjà, ok, les gens sont bien habillés, c'est cool. Et surtout, je travaille à la radio, donc je suis dans des studios. Je rentre, il y a un boot. Je vois les aiguilles qui bougent sur les machines. Il y a quelque chose qui me rejoint. Fait que c'est la première fois où je suis rentré quelque part et je faisais une job et je comptais pas les heures. Contrairement à tous les autres jobs que je faisais, je regardais 8h15. Oh, il reste 6 heures, bro. Comment je vais faire? Là, c'était comme, OK, j'arrive la journée. Oh, c'est déjà terminé? OK, cool. Tu commences à me dire? Et la chance que j'ai eue, et genre, je suis béni de ça. Je vivais au Canada et à Montréal, mais j'étais pas ni Montréalais, ni Québécois, ni Canadien, ni rien. Je connaissais rien de cette culture-là. Je traînais avec des potes africains ou arabes. J'écoutais des films français. J'écoutais du rap français. Je te dis, tu me disais rap québécois, à part Sans Pression un peu, Mosaïon un peu. Yo, c'est de la merde, c'est nul. Je veux même pas écouter, tu vois. Jusqu'à que Manu arrive, puis là, j'ai fait, oh, il y a un gars qui écrit vraiment bien, tu vois. Mais genre, grâce à Radio-Canada, j'ai tout appris, bro. Chaque jour, j'étais dans une émission. Il y avait des invités. Je connais pas c'est qui. Tac, tac, tac. Oh, c'est une grosse chanteuse. Oh, waouh. Oh, gros poéticien. Oh, shit. Et c'est comme ça que j'ai eu un cours accéléré sur la culture. Tu connaissais Céline Dion, quand même.
c'est la seule. Mais tu sais que Céline Dion, longtemps, j'ai cru que c'était une Française. Parce que, bro, on la voyait dans les télés françaises. Moi, j'ai aucune idée que c'est les Québécoises. Hein. La première fois que j'ai vu un Québécois avec l'accent, c'était Courte Manche, l'humoriste. Ok, oui, Parce oui. que au Niger, on avait, j'avais genre 4 ou 5 chaînes, mais il y avait TV5 Monde. Et TV5 Monde va récupérer des contenus de partout et les mettre. Donc moi, j'ai vu des gens belges, j'ai vu des Suisses, et là, j'avais vu des Québécois. Mais dans ma tête, bro, je vais jamais vivre là-bas. C'est quoi cet accent? C'est quoi ces trucs, tu vois? Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé par hasard à rentrer dans les médias. Et je te dis, les gens, ils me voient aujourd'hui, puis tout le monde me dit, ah, bro, t'as pas un truc, comment c'est facile? Quel c'est facile, bro? Non, mais je veux dire, t'as aucune idée de ce que j'ai fait. Je travaillais le soir, je finissais parfois en boîte de nuit. Ça m'est arrivé de faire des shifts, surtout le jeudi soir, où je faisais boîte de nuit. Je travaillais au 737, je sais pas si tu te rappelles. Oh, le 737, ben oui. C'était fou. Tu vois, c'est où? C'est René Lévesque. Ouais, je oui. finissais vers 4h, 4h15. Tout en haut, là. Ouais, place Ville-Marie. J'allais au McDo, je prenais vite un truc à manger, café, et j'allais à Radio-Canada parce que je travaillais l'émission du matin. De 5h à 9h30, 9h en ondes, puis après, je finis ma journée avec eux, tu vois. Puis, les premiers jobs que j'ai eus, c'est adjoint à la réalisation, c'est-à-dire, faut faire un contrat, amène le café, assure-toi que les invités ont l'eau, va les chercher et tout. Puis, bro, je me suis jamais plaint parce que je te répète, j'ai jamais été dans un environnement aussi cool de travail. Quand je vois les gens se plaindre, je disais, ils comprennent pas où est-ce qu'ils sont là. Genre, tu peux pas te plaindre d'être là. Je te dis, je travaillais dans des entrepôts à 40 degrés quand il fait fucking. Fait que j'ai toujours, chaque fois que je rentrais à Radio-Canada, je regardais la tour et je disais, Dieu merci. J'allais faire ma job. Ça a duré 5-6 ans jusqu'à qu'il y ait une réalisatrice qui m'a dit, mais toi, tu as un diplôme en politique, tu sais. Ok, ben essaye, tu veux faire recherchiste, genre. Ok, baptême du feu, je deviens recherchiste, j'apprends sur le tas. Et ça a été 5 encore ou 6 ans de recherche avant qu'on me propose de faire un peu de micro. Puis là encore, moi, j'ai jamais voulu le faire. C'est des gens qui m'ont tendu la main et me dire, yo, viens nous parler du monde arabe, viens traduire ça, viens faire ci. Et ça a été au hasard, au hasard, au hasard. Je te dis, puis aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité, puis tu rentres à Radio-Canada aujourd'hui, il y a des têtes un peu comme toi et moi. Moi, à l'époque, là, je suis le seul rebeu de toute la chaîne. Je te le dis, là. Et les autres rebeux et Renois qu'il y a dans Radio-Canada, ils sont à la sécurité ou gardiens de trucs. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et même la solidarité que j'ai, c'est que nous, on est... Hey, yo, what's up? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça. Mais ça n'a jamais aidé. Donc, j'ai vraiment gravi les échelons avant que même je puisse prétendre pouvoir être au micro. Parce que ça n'existait pas. Il fallait soit être humoriste, soit comédien pour être arabe au micro. Pas pour... tu comprends? Ouais. Puis, il y a eu le printemps arabe qui m'a aidé dans le sens où, à ce moment-là, beaucoup de gens avaient beaucoup de questions sur cette région du monde. Et tout le monde se retournait vers moi parce que je suis le seul qui ressemble à ça. Et je connaissais un peu parce que j'avais fait sciences politiques, tu vois. Ouais. Et ça m'avait toujours intéressé. C'était un bon atout, alors. Ben oui, de fou. Ouais. De fou. Fait que ton premier devant le micro, ton première émission devant le micro, c'était quoi? C'était des chroniques à la base. Et j'ai fait 2-3 chroniques radio. Puis après, j'ai été chroniqueur. Là encore, c'est une amie de la radio. Elle me dit, yo, je passe à la télé. Je travaille avec André Robitaille. Entrée principale. Voilà. Elle me dit, t'es-tu down de faire un pilote? Et je te dis, dans la vie, tu sais, oui, il y a des gens qui te ferment les portes pour des mauvaises raisons, mais il y a aussi des gens qui te tendent la main pour d'autres raisons. Et il faut prendre de tout. Puis moi, elle me dit faire une chronique, puis je suis comme, oh, je sais pas, je sais pas de quoi parler, puis tout. Puis elle me dit, non, propose-nous ce que tu veux. Fait que là, je réfléchis, puis je me dis, oh, ça m'a toujours intéressé les photos. Tu sais, genre la photo du Che Guevara que tout le monde connaît. C'est où la photo? Comment? Quoi? Donc, j'ai fait une chronique qui s'appelait Derrière le cliché. Et je rentre pour faire le pilote. Je suis avec André Robitaille, qui est une méga star ici, mais moi, j'ai pas ce rapport-là parce que j'ai pas grandi ici. Fait que moi, je le vois comme un pote. Yo, what's up, nana? Et je lui fais la chronique, puis elle me dit, OK, c'est bon, tu vas venir le faire 1 fois ou 2 semaines. Puis au début, je te dis, je t'ai payé vraiment de la misère, là. Genre, ça valait pas le coup. Mais c'est ce qui m'a permis de me faire connaître, genre, un petit peu. Fait que, moi, comme je t'avais dit avant les caméras, je t'avais connu sur une émission à Télé-Québec. Zone Franche, une émission de débat, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Comment tu as trouvé ton expérience? Spécial. Ouais. C'était la première fois que j'animais, surtout c'est la première fois que je co-animais une émission comme ça. Mais tu vois, je vais juste faire un pas en arrière, c'est-à-dire, je fais cette chronique entrée principale. Comment je me retrouve vraiment à aller devant la caméra et à porter un projet? C'est parce qu'il y a Charlie Hebdo qui arrive, je ne sais pas si tu te rappelles ces attentats-là. Oui. Ouais. Je suis en onde, là. Tout le monde me pose des questions dans la pause. Et là, j'explique, à un moment donné, je dis, regardez, genre, je ne peux pas vous dire quoi penser, mais pour moi, ce n'est pas noir ou blanc depuis que je sais que j'ai quelqu'un avec qui je suis allé au cégep ici ou au lycée français, qui était super cool, écoutait du reggae, lisait des mangas, fumait des joints, faisait jamais le ramadan.
est parti en Syrie. Et je raconte ça à la même fille qui m'a permis d'avoir le pilote, qui s'appelle Sophie Bélanger. Et elle me dit, cette histoire, elle est trop forte, il faut que tu la racontes à quelqu'un. Je suis comme, yo, si tu veux le pitcher, moi, je sais pas comment ça marche. Ok, vas-y, je te suis, tu sais. On le pitch à un producteur, ok, on rencontre Québec, ok, vous partez. Et là, j'ai fait ce documentaire Théo Youssef. Et c'est à partir de là que vraiment, ça m'a ouvert des portes. Parce qu'on a fait le documentaire, c'était mon premier. On a gagné 4 Gémeaux juste après. Moi, je savais pas ce que ça représentait ou quoi, mais je sais juste qu'après, je suis allé présenter des idées et on m'écoutait pour la première fois de ma vie. Fait que je m'en allais en venir avec Théo Youssef. Fait que ça, c'était avant. Ouais. OK. Et c'est ce qui m'a permis de faire Zone Franche. C'est pour ça que je voulais te dire ça. C'est c'est grâce à ça qu'on m'a approché en me disant, yo, on fait une émission de débat, ça tente-tu de l'animer? Fait que on va y parler vu que tu l'as mentionné. Théo Youssef, c'est ton ami du cégep que tu as connu, que tu as étudié avec. Vous êtes devenus amis, vous partagez toutes sortes de... Vous sortez, vous vous amusez, deux vrais potes, quoi. Ouais, pas meilleurs amis. C'est important pour moi de le dire parce que c'était un pote de classe, mais comme on habitait dans le même quartier, on faisait souvent les trajets ensemble, puis on étudiait le week-end ensemble, puis il m'a beaucoup aidé en maths, en économie. Comme je te dis, j'étais nul. Moi, j'étais meilleur dans des... Mais c'est comme... La relation était plus comme ça. C'est un pote... Comme toi, je te dirais, yo, dans ma classe, il y avait ce gars-là, on chillait souvent, tu sais, on a perdu vue, mais c'était ça. Ouais. Puis l'élément déclencheur avec lui, c'est qu'il s'est retrouvé avec une organisation terroriste. Lui, il allait rejoindre Daesh en Syrie, là, quand ça a commencé. Quand on ne savait pas encore tout ce qu'ils allaient faire de dégueulasse, mais tu savais déjà que c'était des gens un peu fucked up. Comment est-ce qu'il te l'a dit? Comment tu es devenu au courant de tout ça? Comme je te dis, je travaille au matin. C'est une émission d'information. C'est bien le matin. OK, on a affiché son nom, Mais oui. Donc, moi, je vais au travail. Moi, mon travail, c'est de regarder ce qui se passe dans les nouvelles pour pouvoir... OK, il faudrait qu'on parle de ça avec telle personne ou quoi. Wow. Première page du journal, bro. Il y a écrit 3 Cherbouquois partis faire le djihad en Syrie. Je suis comme... Je vois, il y a écrit Youssef Sakir, donc mon pote. Mais je vois sa tête, je suis pas sûr, parce que là, il y a de la barbe, il n'y avait pas ça. Je suis comme, est-ce qu'ils se sont trompés, les cons? Ils sont allés sur Facebook, ils ont trouvé un Youssef Sakir, qui a le même nom. Photo, puis... Dans ma tête, c'est ça, bro. Genre, je te le jure, là. Je suis comme, je l'appelle. J'avais encore son numéro. Le cell est fermé. OK. J'appelle son cousin, qui est depuis mort, paix son âme, mais avec qui j'ai fait du son. Enfin, on faisait du rap, ils avaient un groupe de rap, donc on se côtoyait souvent. Allô, Faisal, ouais. C'est quoi le bail? Genre, Youssef, il fait, ouais, je sais, nous aussi, on comprend pas. Genre, on était avec lui il y a 3 jours, il nous a dit qu'il allait dans l'Ouest canadien, je comprends pas. OK. Puis, on apprend que c'est vrai. Le gars est vraiment parti. Mais choc pour tout le monde, surprise pour tout le monde, frérot. Tout le monde qui l'a connu. Choc et surprise. Genre, j'aurais eu plus de chance, moi, d'y aller. Ça aurait été moins étonnant que lui. Parce que le gars était vraiment nice. Le gars était religieux. Oui, marocain, musulman d'origine, mais il ne pratiquait pas, frérot. Je faisais le ramadan, je me rappelle, il me disait, pourquoi tu te fais souffrir? Juste pour que tu comprennes que la religion, c'était pas dans sa tête. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible parce que, comme je te dis, moi aussi, j'avais cette vision noir-blanc. Tout ce qui est terroriste, c'est de la merde. Ils salissent ma religion et ils font en sorte que des gens me regardent mal, avec raison. En disant, yo, t'es arabe, t'es avec eux. Fait que j'étais comme, fuck ces choses-là. Quand j'ai vu que ce gars-là est tombé dans cette organisation, je me suis dit, OK, il y a un truc qu'il faut qu'on comprenne. Il y a un truc, pourquoi il a été attiré par ça? Comment, t'es? Est-ce que tu as eu peur pour toi, vu que c'est quand même gros? Est-ce que à un moment donné, tu as pu penser que la GRC va débarquer puis va essayer de fouiller avec tout le monde avec qui il y avait un certain contact ou quoi que ce soit? Est-ce que sa famille a été... Ben, j'ai jamais eu peur pour moi, même si je peux te dire que j'ai été sous écoute, c'est sûr. J'ai eu des rencontres spéciales, on s'en parlera en dehors de ce podcast. Mais j'avais peur de trahir le camarade que j'ai connu. C'est-à-dire, lui, il n'est pas là pour parler à sa place. Et pour moi, le truc le plus important, c'est la loyauté. Je ne voulais pas me faire du buzz ou me faire un nom en exploitant son histoire. So, même quand Télé-Québec me dit « c'est bon, tu fais le film », moi, je n'ai jamais fait ça. Fait que je sors, je suis comme « ça veut dire quoi, on fait le film ?» Genre « c'est bon, on va le produire et tout ». Je suis comme « non, attendez, je n'ai pas parlé à sa famille. Je ne fais rien si la famille n'est pas d'accord. Et ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Ils sont traumatisés. Ouais. Et comment la presse en parle, tu n'as pas envie de faire confiance aux médias. Fait que moi, il faut que je rétablisse tout le lien de confiance. Et donc, ma vraie crainte, c'était de me dire,
Et ça, je demandais conseil à Dieu tous les jours, mais genre, est-ce que je suis en train d'utiliser quelqu'un pour ma gloire personnelle? Est-ce que j'utilise l'histoire familiale déchirante pour ma gloire personnelle? Et ça m'a longtemps tiraillé et j'étais toute comme, si c'est ça, je veux pas le faire, peu importe les conséquences. Et j'ai toujours dit aussi, les producteurs pourraient t'en parler tout, on s'est disputé plein de fois et c'est pas grave parce que c'est des gens que j'aime. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était trop dur pour moi d'aller exploiter une histoire comme ça si c'était pour mon buzz à moi. Genre, tu commences, moi, c'était cette peur que j'avais. Ensuite, quand on a fait le documentaire, on allait en Syrie, on allait en Turquie, puis au deuxième en Irak, Syrie, pardon. Et comme j'ai pas eu peur sur place, j'ai eu peur. Enfin, c'est en rentrant que tu reçois tout le stress. Parce que quand tu es dans l'adrénaline de le faire, t'es pas. Tu le vois pas. Non, tu es trop dedans pour te comprendre. Tu sais, c'est après que j'ai compris choc post-traumatique. Un soldat là, qui est au front, là, boum, la bombe explose, tac, tac, il survit. Il est dans un instinct de survie. Il rentre chez lui. Et le jour où j'ai eu ça, je me rappelle, bro, je suis avec mon pote Manu au Vieux-Port. Je pense même pas que je lui ai raconté ça. Et on est là, on parle d'autre chose, on prend un verre. Et je regarde autour. Et à un moment donné, je pars dans mes pensées. Ça faisait peut-être 3 semaines que j'étais rentré. Même lui, il m'a dit, yo, ça va? Je fais, oh, ouais, tranquille. Mais en fait, j'étais en train de regarder tous les gens autour de moi. Et je me disais, yo, eux, dans 20 ans, ils sont vivants, là. À moins qu'il y ait une rare maladie, accident, il n'y a pas une bombe qui leur pète dessus. Mais là où j'étais, les gens que j'ai vus, eux, ils ne sont pas sûrs d'être là demain. Quelque chose qui explose, boum. Oui, puis même nous, on a fait le vol Istanbul-Montréal 2 jours avant qu'au terminal international de l'aéroport, il y ait une bombe qui explose. Donc vraiment, l'endroit où on était. Puis, quand on était en Syrie, on est à un endroit, je me rappelle, on va à un restaurant qui est super connu, on rentre à l'hôtel, le fixeur reçoit un appel, « Oh shit, là où vous étiez, ça a pété. » C'était il y a genre 3 heures ou 2 heures, tu sais. Fait que la vie, elle est comme ça. Tu peux pas calculer ou pas. Mais donc, ça, quand tu le vis, tu rigoles un peu. Oh, bah oui, ok. Mais quand tu rentres à Montréal, tu vois la paix dans laquelle on vit, puis tu dis, ok, il y a quelque chose qui cloche. Il y a ces 2 mondes parallèles, en fait. Et c'est très dur de faire la connexion entre les deux. Fait qu'au final, vous l'avez produit. Ouais. La famille a accepté, j'imagine. Ouais, la sœur, Leila, qui est comme ma sœur aujourd'hui. Ils étaient sereins avec ça, ils étaient calmes, ils étaient... Mais ça a été long. Ça a été long. C'est un processus. Ok, parfait. Après, je vais essayer d'aller en chronologique. Après Théo Youssef, est-ce que c'est là vient Zone franche. Zone franche à Télé-Québec? Ouais. Fait que tu m'as dit Soso, c'est une expérience, je pense. C'est une expérience de débat. Ouais. Tu m'as dit vous êtes debout. C'était dur à faire. Ouais. C'était dur à faire. Puis c'est là où je me suis rendu compte que la radio, tu vois, t'es très libre. Le documentaire, j'ai été libre. J'avais 1h30 pour raconter l'histoire, j'étais libre. La télé formatée, c'est une mécanique. Ouais. C'est pas facile. Et par contre, Blessed, j'ai appris 1000 choses, etc. Mais l'idée de base me plaisait beaucoup. Le résultat final, c'était un peu moins ça que j'aurais voulu ou que je souhaitais. Mais c'est là où j'ai compris qu'à un moment donné, toi, t'es un pion dans le game. Ouais. Puis respecte ton travail, respecte celui des autres, puis arrête de te poser trop de questions. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Il faut l'accepter, en fait. Ouais. Ensuite, tu es resté quand même encore dans la télé. Ouais. Après Télé-Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Je réalisais un peu à la radio de Radio-Canada, ici Première, je réalisais des shows. Puis, je faisais chroniqueur dans les médias à Télé-Québec avec Marie-Louise Arsenault. Marie-Louise Arsenault, je travaille avec elle à la radio. C'est vraiment une mentor pour moi. Puis, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 qui m'a beaucoup donné de place, de chance. Puis, j'adore travailler avec des gens comme ça, c'est-à-dire ouverts, créatifs. Puis, comme, oui, il y a des contraintes, faisons le mieux avec ça. Tu sais. Et donc, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai fait de la télé là. Et tout allait bien, ce qui m'a permis d'avoir des producteurs qui me disaient hey, « présente-nous des projets ». Et moi, ça faisait longtemps dans ma tête, j'étais comme « Yo, l'Afrique, il faut que j'en parle ». Et je présente le projet de l'Afrique. Ça nous intéresse, mais nanana. Bref, on le retravaille. On arrive en 2020, puis TV5 me dit oui. Fait que je fais toute la recherche, je prépare. On a déjà 3 voyages de bookés. Et là, on est en... Le voyage, on devait partir le 17 avril 2020. Ça, c'est Demain l'Afrique. Ouais. La pandémie arrive le 15 mars 2020. Je pense qu'on coupe les frontières. C'est-à-dire, le Québec dit on ferme tout le 15 mars. Ouais, exact. Moi, je devais partir le 17 avril, j'avais déjà mes billets. Et juste pour te dire, le premier pays qu'on devait faire, c'était Lagos. Et comme je te dis, je suis quand même connecté avec ce continent. Tu sais, c'était qui mon premier invité, frère?
C'était Rema. Réma, justement, Mais- ça, je m'en venais. Ouais, et le gars est devenu une superstar entre-temps, mais quand moi je l'ai découvert, il était assez low pour que je puisse l'avoir en entrevue. Et ça devait être mon premier invité, tu Mhm. vois. Et ça, c'est un regret jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, c'est la vie. tu T'as jamais pu le reploguer ou Non. reprendre contact? vois. Non. Il t'est Non. rendu trop gros. Ouais, c'était fini, frère. C'était dead. C'était dead. Mais tu vois, je veux dire, la vie, comment elle est faite, c'est-à-dire, encore une fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Quoi. Ouais. Faut l'accepter. Puis, ouais. Mais Réma, ça aurait été vraiment gros. Mais pareil, quand même, parce que tu es immigrante. Excuse-moi, on va revenir avant immigrant souche, mais demain, l'Afrique, on te voit, tu as posté une photo sur ton Instagram. Je sais pas si tu es dans quel pays exactement en Afrique. Tu es avec. À Kinshasa, Tu es à Kinshasa. avec des sapeurs. Exactement. Je pense que vous êtes 4-5 dans la Ouais. photo. Ouais. Explique-nous un peu cette photo-là, puis le. C'est un des plus beaux moments de ma vie, frère. Parce que ce qui est formidable avec un projet comme ça, tu sais, si on va au Niger, toi et moi, je sais où t'amener. Parce que j'ai vécu là. Comment dire, quand tu voyages avec un local, c'est pas la même chose. Tu vas pas faire les sentiers touristiques. Donc moi, j'ai cette chance incroyable. Je connais pas le Congo, je connais culturellement, j'écoute la musique, etc. Je connais les sapeurs, nanana. Mais quand je rencontre ces gars-là, je suis dans le ghetto, frère. Je suis dans le vrai ghetto, mais ils m'accueillent comme si je suis un membre de leur famille. Non, gars, tu viens, t'as les caméras, nanana. Donc, j'ai accès à des univers que personne n'a accès, à part les gars qui le vivent, tu vois. C'est un privilège. Mais aussi, je te dis, je te répète, pendant ce voyage, même quand j'étais malade, fatigué, tout, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Et je serai toujours reconnaissant. Et donc, c'est des gens comme ça qui t'ouvrent les portes. Mais eux, c'est des sapeurs. Donc, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, là-bas, ça fait partie de la culture, frère. Les chaussures pointues, peau de crocodile, ce genre de bail, c'est ça. Et eux, c'est des sapeurs 2.0 dans le sens où, comme je te dis, c'est le ghetto, pas beaucoup de moyens, et on va faire nos habits nous-mêmes. Le costard, cravate avec le veston, on le fait avec nos perles qu'on a ici. Tu comprends? Donc c'est ça que je voulais aller montrer. Genre, ok, vous habillez pas en Armani, les gars. Il me dit, Ouais. ouais, je respecte les sapeurs qui font ça. Ça, c'est les sapeurs contemporains. Nous, on est les sapeurs modernes. Oh. Et tu vois leur combat, tu vois. Mais bless d'être là-bas. Et au Congo, j'ai rencontré le plus grand artiste du moment, en tout cas, comme moi je l'ai vu là-bas, Inos B. Inos B. Inos B, je suis Ça, c'est allé le dans son premier studio. épisode de. Ouais, de Ouais. Demain Afrique, Inos B. Et je suis allé dans son studio avec Jizo. Et ce qui est fou, tu sais, je te disais qu'on devait partir, il y a eu la pandémie. Pendant la pandémie, moi, j'ai 33 ans, l'âge de Jésus. Pour la première fois de ma vie, j'ai remboursé mes dettes. Et je te dis bien la première fois de ma vie, frérot. Ça fait 2-3 mois que je n'ai plus de dettes. Enfin, depuis que je suis jeune, j'ai 16 ans, je travaille comme un malade pour rembourser ces dettes. C'est la première fois où je peux avoir un pas de recul et de me dire, qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Oh, cool, je vais en Afrique. Dieu merci, c'est mon rêve. Boum, il y a la pandémie. Qu'est-ce que je fais? Là, je devais renouveler dans les médias. Je devais reprendre des petits contrats à droite à gauche. J'ai dit, tu sais quoi? Non. Là, je vais accepter pour de l'alimentaire. Je veux plus faire ça. Je veux faire un truc qui me passionne. Tu sais quoi? J'ai du temps. Je vais faire mon premier album. Toute ma vie, je me suis dit, je vais le faire. Je le finis. Donc là, j'ai lâché les médias. J'ai fait de la musique et je me suis lancé dans le vide en disant, je fais confiance aux étoiles. Ce qui va m'arriver m'arrivera pour une raison. Et petit à petit, ça a repris. Et là, le producteur avec qui j'avais fait Demain l'Afrique vient me voir. Il me dit, OK, on est bloqué au Québec. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Et là, je suis comme, comment on peut voyager tout en restant ici? Je dis, bah yo, il y a un truc qui m'étonne, là, c'est de voir les immigrants qui s'installent à Capcha ou en Gaspésie. Moi, je suis jamais allé, mais je sais qu'il y en a. Et je suis comme, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Puis, on entend tellement parler de racisme systémique, de racisme au Québec. Perso, hein, je te dis bien, pour moi, en tout cas, bref. Moi, j'ai pas vu ça C'est comme là ça. que tu as commencé immigrant de souche. Ben, c'est ça. Je lui dis, viens, on va voir ces immigrants-là qui sont en région et voir si vraiment le Québec est fermé ou si c'est les immigrants qui sont fermés. Comment ils s'intègrent. Surtout, on parle de territoires qui... Tu sais, Montréal, oui, c'est centré, c'est la ville populaire au Québec, mais plus tu t'éloignes, plus c'est dur, plus tu as du monde qui sont fermés d'esprit. Ben, Puis c'est là que tu peux avoir le plus de jugement aussi. ben, Caleb, c'est ce que je pensais. Et c'est là où je te dis, tu sais, quand on dit les Québécois de souche, ils vont avoir des idées préconçues, des idées même racistes sur du monde. Oui, mais les immigrants que nous sommes, on a des idées préconçues sur les Québécois. Donc moi, quand je fais cette proposition de show, je suis comme, yo, on va parler à des gens, ils vont nous dire c'est dur, on m'a traité de black, d'arabe, de trucs. Je te le jure, frère. Je te le jure, si je manque, je sois foudroyé. 1 ou 2 fois sur 13 épisodes, on m'a dit,
c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit oh, toi, le noir, retourne chez toi, ou toi, l'arabe, fais ci. Mais c'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie. C'est pas que ça n'existe pas. C'est, je pense, et je l'ai dit souvent, mais nous, toi et moi, à Montréal, hein, nos voisins, est-ce qu'on les connaît même? On est dans une individualité. Tu vois. Là-bas, ton voisin, tu es obligé de le connaître, frérot. Tu es obligé de le connaître. Fait qu'il y a un face-à-face qu'il n'y a pas quand on est en grande ville. Et la plupart de ces immigrants-là que j'ai rencontrés m'ont dit ça a été beaucoup plus dur et beaucoup plus fermé dans des villes comme Montréal que quand je suis arrivé ici. Parce qu'encore une fois, ici, là, tu es immigrant, tu arrives, tu vas habiter un appartement pas cher, donc souvent délabré, tu vas faire tous tes jobs que tu peux avoir, mais ce n'est pas tes jobs de rêve, tu ne gagnes pas beaucoup. Là-bas, tu arrives, on a besoin de main-d'œuvre. Tu commences au salaire, tu es à l'usine, tu gagnes comme le Québécois, là. Ouais. Mais tu gagnes bien. Tu comprends? Et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure, mais pour moi, le problème, ce n'est pas la couleur, c'est le compte en banque. Quelqu'un qui est riche, on ne va jamais lui dire tu viens de là, ou tu es ci, ou tu es ça. Mais quelqu'un qui est pauvre et qui galère, c'est là où ça se rentre dedans, tu vois. Donc, je pensais voir beaucoup de racisme et de trucs comme ça. Pas autant, finalement. Mais j'ai vu que de l'ouverture. Ouais. Et ça m'a rappelé que, même moi, je me suis sur ça. En Europe, je l'ai senti le racisme. Même là où j'ai le plus senti de racisme dans la vie, c'est dans mon pays d'origine, le Liban. Parce qu'il y a eu la guerre civile et tout le monde se... Ah, tu viens de quelle minorité, quelle religion, etc. Mais le Québec, pour moi, c'est un des endroits les plus ouverts du monde. Sincèrement, on nous donne des chances que... Moi, je peux être premier ministre au Québec ou au Canada si je me donne les chances et si on m'aime bien. Au Liban, c'est même pas une option. La Constitution m'en empêche parce que je suis telle minorité. Ouais. Et au Niger, c'est impossible. Donc, qui est plus ouvert, en fait? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est sûr, je te dis pas tout est parfait. Mais bro, on vit dans une province quand même exceptionnelle. Je sais pas si on s'en rend compte. Peut-être... C'est sûr. Je pense que le Québec, il n'y a pas rien à se reprocher. Mais tu sais, c'est sûr, quand on se compare avec d'autres territoires, d'autres pays, ben, le Québec, c'est pas les pays, là. Je vais prendre le Canada dans l'ensemble. C'est sûr que, on peut quand même dire qu'on est bien ici, même si il y a plusieurs problèmes. Puis, tu sais, ça me fait penser parce que j'ai vu à la fin 2023, ils ont release les 10 pays les plus sécuritaires au monde. Puis je pense que Canada a été classé 7e ou 8e. Fait que c'est pas rien quand même. Non, c'est sûr que c'est pas rien. Puis même au niveau juste environnement, frérot, l'air il est pur. Tu cours dehors, t'es pas tué par la pollution. Il y a plein de pays où c'est le cas, là. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que des beaux projets, des beaux puis des gros projets. Je souhaite que ça continue demain en Afrique. Merci. J'ai pas terminé tout encore. Je suis là-dedans, je les écoute encore. Immigrants de souche, est-ce qu'il y a une possibilité ou c'est déjà... On vient de tourner la saison 2. OK, fait que ça va sortir quand? Printemps, ouais, avril de 2024. Parfait. Fait qu'on te souhaite une saison 3 aussi. Inch'Allah. On l'espère. On va regarder un petit peu tes passe-temps, ce que tu fais pour te relaxer. On a eu des grosses discussions, on veut relaxer un peu. Tu l'as dit plusieurs fois, tu aimes beaucoup la musique, tu fais de la musique. Ouais. Tu as sorti un album en 2020. Puis là, tu as un autre album qui va sortir cette année. Ouais. Juste avant qu'on rentre dans le premier album, rapidement, pourquoi le gap de 4 ans? Oh, bonne question. Comme dit Manu, il n'y a plus de classiques, il n'y a que la quantité. Puis moi, je suis dans les classiques. je suis de cette école-là. Moi, j'ai jamais... Ce qui est bien en ce moment... Et en fait, quand je suis arrivé à 16 ans, il fallait que je m'en sorte. Puis même quand on avait un groupe de rap, on n'arrêtait pas de se dire, OK, comment on gagne notre vie de ça, tu vois? Puis on a beau avoir fait des tournées avec Manu en province. On a eu 2 clips qui sont à la Musique Plus. C'était très compliqué de vivre de la musique. C'était pas encore... Les plateformes comme Spotify n'existaient pas, tu sais. Fait qu'il y a eu un moment donné où j'ai arrêté parce qu'il fallait que je vive tout simplement. Et je trouvais que je commençais à faire de la musique pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour réussir. Il ne faut jamais faire de la musique comme ça. Donc, pendant la pandémie et un peu avant, j'ai ce projet-là de me dire, yo, j'ai encore mon studio, je vais juste faire de la musique pour m'amuser. Frère, je m'en fous qui écoute, je m'en fous qu'ils aiment ou pas. Je veux juste, moi, m'éclater, me kiffer, que moi et mes potes, comme les premières fois qu'on a fait de la musique, c'était pour ça. Je veux repartir dans ce trip-là. C'est ce qui m'a fait faire de la musique, sortir un single indépendant qui s'est retrouvé 42e au Canada pendant 4 semaines, au revoir. Puis à partir de là, ça m'a permis d'avoir une sub. À partir de là, Manu m'a dit, yo, tu sais quoi, on embarque dans Grande Plume, on le fait ensemble. Et ça a été que des aventures humaines. Puis je t'ai dit souvent, mais je le répète, mais
c'est pas un album de musique, c'est un album de souvenirs que j'ai fait avec des gens que j'aime. That's it, that's all. Là, tu me dis pourquoi 4 ans? Parce que comme je te dis, c'est pas ma priorité numéro 1. Ok. Je le fais pour les bonnes raisons, quand j'ai envie, quand je suis inspiré et tout. J'ai pas de deadline. J'ai C'est aucun producteur qui me dit fais ça maintenant. T'es libre. Je fais de la musique, je me dis pas faut que ça marche. C'est Ouais. une phrase que je dis dans l'intro du prochain album. Je m'en fous, bro. Je m'en fous. Que t'aimes pas. Truc, ça marche pas. I don't care. Genre vraiment. Donc, pourquoi ce gap? Parce que c'est pas ma priorité numéro 1 et ça va sortir quand ce sera prêt. Tu vois, je t'ai dit, ça va sûrement sortir à l'automne qui arrive et tout, mais moi, si ça prend 6 mois de plus, ça va être 6 mois de plus. Ce qui est important, c'est pas l'arrivée finale, c'est le processus. Et je suis du genre aussi à ne pas annoncer les moves, juste les arrivées. Fait que toi, je te l'ai dit à toi, il n'y a personne qui, à part mes potes proches, j'en parle pas vraiment jusqu'à que je vais le faire, tu vois. Mais je le fais vraiment parce que c'est un échappatoire, parce que je trouve qu'en ce moment, je fais la meilleure musique que j'ai jamais fait de ma vie, et pourtant, j'ai 37, je m'en vais sur 40. Jamais dans ma vie, tu m'aurais dit, tu rappes à 30 ans, je t'aurais dit, oh, je vais t'insulter. Non, mais je t'ai dit, bro. Mais je le fais pas en mode urgence, faut que ça marche. Ouais. Donc, je me travestis, je fais la musique que je kiffe avec les gens que j'aime. Et en ce moment, je suis blessé, j'ai la plus belle équipe du monde, bro. Sans blague, là, genre, Manu Mitari, c'est mon producteur, mais c'est d'abord un frérot. Et je travaille avec NKF, qui est l'ingénieur son de PNL, Booba, Damso, Angèle, qui s'est installé au Québec. Lui aussi, avant la connexion musicale, c'est une connexion humaine. Sinon, on ne travaillerait pas la musique ensemble. Autant pour lui, surtout pour lui que pour moi. Mais ça a vraiment été un clic, tu vois. Et je suis juste heureux, bro. Je commence à recevoir les mix des premiers morceaux, puis je suis comme, waouh. Genre, on a réussi à faire ça. Puis c'est un truc que je suis fier de présenter, que dans 15, 20, 30 ans, si je suis encore en vie, je vais être fier de réécouter. Nice. Ton premier album, le Pommier d'Ève. Le pommier d'Ève. Pourquoi ce titre-là? Tu connais l'histoire d'Adam et Ève? Ouais. Voilà. Dans le track, je dis, à la place d'Ève, j'aurais pris tout le pommier. C'est-à-dire, yo, tu es en train de trahir Dieu, tu vas aller, tu dis oui au diable, et tu prends juste un bout d'un fruit. Ouais, Non mais, teste tout, prends tous les fruits, prends l'arbre, casse-toi avec, genre, quitte à aller dans le mauvais, prends tout, essaye toutes les tentations. Et pour moi, c'était un album où je parle beaucoup de tentations, et oui, je me suis juste dit, au lieu de prendre juste une pomme, je prendrais le pommier en entier, puis je parle de toutes ces pommes qu'il y a dans l'arbre, dans tout l'album, tu vois. Et à quel point, surtout quand on est jeune, qu'on vient d'Afrique, on te dit, yo, les States, c'est le bonheur et tout, et que tu arrives et tu te rends compte à quel point c'est dur et que tu es déçu, en fait. Ouais. C'est de ça que je parle beaucoup dans cet album-là. Tu as parlé de ton album qui va sortir peut-être cet été. OK. Peut-être cet été, guys. On va attendre. Quand il sera prêt, j'imagine tu vas sûrement le mettre sur les réseaux sociaux. Puis on pourrait être à l'affût de cet album-là. D'ailleurs, abonnez-vous, Instagram, Sahel officiel. J'ai 960 abonnés, mais c'est des vrais. Parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de fake views et de fake comptes. Ouais. Et moi, je suis fier de dire que c'est toutes des vrais abonnés. Et je trouve que l'industrie est en train de se perdre avec ces achats de views. C'est en train de tuer tout le monde. C'est-à-dire qu'on aime les influenceurs, on n'aime plus... et on aime les artistes, mais on n'aime pas les artisans. Et la musique, c'est d'abord de l'artisanat. Et on est en train de tuer le game avec ces genres d'achats de views et de clips et de conneries. Ouais. Puis moi, j'ai écouté ton dernier single, Prince à New York. Yeah, avec Cétidon. Ouais, très bon. J'ai adoré. Merci Mon beaucoup. meilleur beat, Bonnie and Clyde. Ah ouais, avec Dawa Mafia? Bonnie and Clyde, je sais pas, j'ai écouté, j'ai accroché. Oh wow, nice, Tout de man. suite. Je suis content parce que, en tout cas, Bonnie and beaucoup de gens m'en Clyde, parlent. Nice. c'est lui que je faisais jouer en boucle Nice, man. plusieurs fois. J'ai juste fait le refrain, le reste c'est Dawa Mafia. shout out Ouais, à eux, mais j'ai aimé, André, il y avait une belle synergie entre vous, puis Clairement, ouais. le vibe, le son, il est accrocheur. Moi, j'ai adoré ça. Thanks, man. Prince à New York aussi, tout à fait. Fait que je pense les gens, vous devez vraiment aller écouter. Vous allez avoir une opinion. Peut-être vous allez aimer, peut-être vous n'allez pas aimer. Mais ça vaut de prendre quelques minutes puis écouter ces musiques. Puis mon gros morceau qui m'a fait connaître, en tout cas dans l'industrie, c'est Mami avec Fouki. D'ailleurs, je représente la plateforme Culture, mais c'est eux qui m'ont invité avec lui. Puis ça, là, on est à 1 100 000 streams, puis ça tourne en radio. Fait que ça a été une belle surprise. Et d'ailleurs, shout out à Fouki qui est un bon. C'est un bon gars. Nice. On va terminer avec un petit jeu. All right. On mange, on joue. Je vais venir chaque semaine. Ah oui. Donc, très simple. Le jeu s'appelle This or That. Fait que je te donne 2 noms. Ça peut être 2 noms, 2 aliments, 2 objets. Puis tu choisis lequel que tu préfères entre les deux. OK, puis qu'est-ce que je dois dire quand je le préfère? This or that?
Tu peux dire, admettons, je te dis bœuf ou poulet. Ben, tu me dis le bœuf. Ok. Si tu veux me dire pourquoi, tu as le droit de me dire pourquoi. Si tu veux pas me dire pourquoi, tu as le droit de... C'est un jeu où je peux pas perdre, c'est ça? Exactement. Nice. All right. Fait qu'on va commencer. Français québécois ou français de France? Il y a quelques années, je t'aurais dit français de France. Aujourd'hui, je te dis français québécois. Ah ouais. Ça a beaucoup plus de swag, bro. Plus de swag. Mais tu regardes même les Français Ah ouais? rappeurs, ils veulent parler comme les Montréalais, là. Ils vont mettre des slangs en anglais et tout, nanana. Et je trouve que on se rend pas compte de la richesse qu'on a à avoir cet accent. Et moi, je parle français francophone parce que je veux dire, je vais pas me travestir. J'ai un peu des fois d'accent keb, mais c'est surtout plus africain ou français. Mm-hmm. Mais je trouve que bien parler Est-ce que c'est l'accent keb ou l'accent Montréalais. montréalais avec plusieurs flavors antillais, africains, arabes? Mais pour vrai, moi, j'aime tout ce qui est un peu hors de l'ordinaire. C'est-à-dire, tu m'amènes en France, tu me fais écouter l'accent breton ou marseillais, je vais dire, yo, c'est stylé, Mhm. tu vois. Mais avant, j'étais très français-France. Pour moi, quand j'entendais québécois, j'étais comme, yo, ils sont en train de se tromper en parlant. C'est-à-dire, ils font des erreurs d'orthographe, de grammaire, il y a quelque chose qui va pas. Or, c'est juste une autre manière de parler cette langue, tu vois. Et je trouve ça beau. C'est comme les Ivoiriens. Ça veut dire le faro, le travaillement. C'est des mots français, mais qu'ils ont pris à leur sauce. Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça crée de la richesse, en fait. Et il faut être fier. Et les artistes québécois qui rappent trop en français de France, arrêtez de faire ça. Yo, t'as une couleur, mais là, à fond de l'avant. Ce qu'on a aimé de Manu Militari, c'est ça. Ce qu'on a aimé de SP, c'est ça. Mhm. Yo, les rues sont allumées. Yo, Ouais. on n'a jamais entendu ça, tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je dis français keb. OK. Booba, Gazo? Booba, frère. Moi, n'importe qui, je vais dire Booba. Booba, on l'insulte trop parce qu'il est un peu... Genre, il joue Il est une game. baveux, il est baveux. Ouais, mais 50 Cent est baveux. Ouais, exact. Mais par contre, quand le son sort, on écoute puis on est tous comme, OK, Ok, c'est encore ouais. le best. Ouais. Tu vois, Gazo, il est là depuis trop peu de temps. Je connais personne en musique à part Jay-Z qui a une telle longévité. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Jay-Z, années 90, jusqu'à maintenant, Booba, Jusqu'à pareil. maintenant, ouais. Puis les gars ont l'air jeunes quand tu les entends. Il y a des gars comme Eminem que j'étais fan. Je l'écoute maintenant, j'ai envie de vomir, frère. Ouais, On dirait mais un père de c'est famille nu, mais genre nu. Et si tu peux être père de famille, c'est pas ça que je veux dire, mais genre, de quoi tu parles, gros? Et Booba, c'est un gars qui a réussi à se renouveler encore et encore. Ouais. Voyage en Afrique, voyage en Antilles, dans les Antilles, Alors, les Caraïbes. ouais, ben, comment te dire? J'aimerais beaucoup, c'est mon rêve, c'est d'aller en Haïti. Vraiment. J'ai mon meilleur ami Polo, longtemps on s'est dit on va y aller ensemble, jamais pu, mais je rêve d'aller en Haïti. Comme j'ai beaucoup fait l'Afrique, je peux me permettre de te dire les Antilles, Haïti. Genre, j'irai pas aux Bahamas, là. J'irai vraiment à Haïti. OK. Fait que les Antilles, dans le fond. Ouais. Parfait. Imagine, t'es un fan de rap, t'écoutes le rap d'ici aussi. Ouais, quand même. Lost ou Shreeze? Les deux, c'est des bons, mais Lost. Lost. Ouais. Puis tu parlais tu disais aux rappeurs de garder leur flavor d'ici, puis pas de rapper comme les Français de France. Des fois, Lost, il va naviguer, mais je trouve qu'il le fait bien. C'est pas maladroit. Lost est camerounais. C'est comme moi, c'est-à-dire le gars a beau être vécu au Cameroun, il a la culture francophone et africaine, ouest-africaine dans lui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, ils se travestissent pas. Il y a des gens que tu vois qui se travestissent. Mais Lost, il trappe comme il parle. Et il parle comme il rappe. Ouais. Fait que des fois, il Le est fait plus qu'il a grandi ici, puis je trouve, en tout cas, moi, quand je trouve, il le fait bien. Ouais. Je suis parfaitement d'accord, il y en a certains que c'est boiteux un peu, mais lui, Vraiment. la transition entre Non, les puis il deux. a une belle plume, puis il a beaucoup de charisme, puis c'est surtout un... bon, en tout cas, le peu de fois que je l'ai vu, on se connaît pas. C'est un bon. Et j'ai un fort Insta, les gens vrais, tu les sens tout de suite. Lui, c'est un vrai. Hmm. Ouais, vraiment. Dernière question. Poutine ou Mafé? M'a fait. Jusqu'à la fin de mes jours, je peux pas. Jusqu'à Mais la j'aime mort. la poutine, mais m'a fait, c'est sûr. Good. Hey, gros épisode. Yo, Caleb, ça a été vraiment Merci un beaucoup. plaisir. Puis, Karl, réel prends soin de plaisir. toi, bro. On se reverra bientôt. Ben oui. Will, merci, ma man. À la prochaine, Vous êtes bons, guys. les gars. Ciao. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.